accueillir ce soir ici au Beffroi pour cette réunion publique consacrée à l'aménagement du RD 920, la route départementale 920, l'ancienne Nationale 20 que vous connaissez tous et qui était autrefois la route de nos vacances. Alors, c'est une réunion importante parce que, vous savez, Montrouge, c'est une ville qui est située aux portes de Paris, mais qui est traversée, on le sait, quotidiennement par des flux de toute nature. Mais il y a beaucoup de flux qui viennent du nord pour aller vers le sud et un inversement du sud pour aller vers le nord. Et ces flux traversent évidemment Montrouge, notamment par cette voie, la RD 920, qui est une voie à très fort trafic. Et donc, ce projet de réaménagement du RD 920, c'est un projet dont on parle depuis longtemps. Vous savez que ça a commencé dans la partie sud de cette voie, en particulier entre Antony et Bourg-la-Reine, que ça s'est réalisé, et que maintenant il nous reste à réaliser, à aménager la dernière partie entre Bourg-la-Reine et la Porte d'Orléans, et donc la partie qui concerne évidemment Montrouge, celle dont on va parler ce soir. Alors, c'est un dossier important pour nous les Montrougiens, parce que c'est, je pense, un projet qui est bon pour Montrouge, parce que ça va permettre d'améliorer notre qualité de vie à tous, à nous tous les Montrougiens, parce qu'aujourd'hui c'est une autoroute urbaine, qu'elle a beaucoup de nuisances, en termes bien sûr de trafic, en termes de bruit, en termes de vitesse, d'insécurité, etc. Et que donc comme on va aménager là avec le conseil départemental un boulevard urbain, eh bien évidemment ça va améliorer la qualité de vie parce que des trottoirs plus larges, parce que des pistes cyclables, parce que des aménagements de qualité. Et donc ça améliorera à tous notre cadre de vie. Donc c'est bon pour ça. C'est bon aussi pour l'unité de la ville, parce que ça va permettre de relier plus facilement le quartier Est au reste de la ville. Et on sait tous que le quartier Est a parfois un sentiment de relégation. Il est un petit peu relégué par rapport au reste de la ville à cause de cette autoroute urbaine. Et donc l'aménagement de cette voie, de ce boulevard urbain, va permettre de mieux relier l'ensemble des quartiers de la ville, va permettre de faciliter les échanges, etc. etc. Donc c'est bon pour l'unité de notre ville. Et puis enfin, c'est bon aussi, je crois, pour notre image, parce que cette 920, c'est aussi une entrée pour notre ville. Beaucoup des gens qui vont à Paris, ou de ceux qui sortent de Paris pour aller en province, passent par Montrouge et par le 920. Et si on a, et comme on va avoir cette voie aménagée et de qualité, dont nous allons être tous fiers, eh bien ce sera meilleur pour notre image et donc pour notre attractivité à tous. Voilà. Donc je crois que c'est un bon projet pour Montrouge. C'est bien qu'il arrive maintenant. On a pas mal de projets en ce moment, on en a parlé dans les réunions publiques récemment, qui concernent la mobilité en général. Il est évident que Montrouge fait partie de la métropole, que la métropole est en train de s'aménager. La ligne 15, le Grand Paris Express, qui va passer par Montrouge, la ligne 4 qui va être prolongée vers Bagneux, vous le savez déjà, cette voie 920 qui va donc être aménagée pour les routes. Voilà, tout ça, sans parler des vélos et des réformes que l'on a lancées sur d'autres domaines, tout ça participe d'une meilleure mobilité. Donc je crois que tout ça sont des bons projets pour Montrouge. Alors l'objectif ce soir, c'est de parler de cet aménagement de la 920 entre la Vache Noire et la Porte d'Orléans. Et je voudrais remercier les représentants du conseil départemental qui sont ici présents, à mes côtés, pour vous les présenter et pour répondre à l'ensemble de vos questions. Alors d'abord, je voudrais saluer Monsieur Caron, qui est à mes côtés. Voilà, Monsieur Caron, qui est le responsable des aménagements et de la mobilité au sein du conseil départemental. À ses côtés, Monsieur Planche, qui travaille dans les mêmes domaines de la mobilité sur ce projet. Monsieur le représentant du conseil départemental, Monsieur Traoré, voilà. Et enfin, Monsieur Vandécoute. Voilà. Donc ils sont là tous pour répondre à vos questions. Et on va commencer par une introduction. Et je salue notre animateur, Monsieur Genevois, qui va officier maintenant. Bonne soirée à tous. Merci, Monsieur le maire, de vous accueillir dans cette très belle salle qui va nécessairement être propice à un débat très riche. Mesdames et messieurs, donc cette réunion s'inscrit dans le cadre de la concertation sur le projet d'aménagement de la RD 920, donc ex-National 20. Normalement, ça fait 10 ans, 11 ans qu'on n'est plus National 20. On continue tous à dire National 20. La première réunion s'est tenue hier soir à Bourg-la-Reine, donc celle-ci est la deuxième. La troisième se déroulera demain soir à Bagneux. Vous pouvez y assister, bien entendu, si vous le souhaitez. Et deux autres réunions se dérouleront à Cachan et Arcueil
au mois de mai. Au-delà des réunions, vous avez à votre disposition beaucoup d'éléments pour vous renseigner et pour participer à cette concertation. Donc, je pense que vous avez eu ce petit flyer dans vos boîtes aux lettres. Il est aussi disponible à l'entrée de la salle. Alors, je crois qu'ils ont tous été pris. Je ne sais pas si certains d'entre vous n'en ont pas. Ils sont téléchargeables sur les sites internet des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. Vous avez aussi à votre disposition un registre qui est en mairie. Des permanences, alors celle de Montrouge a déjà eu lieu, néanmoins vous pouvez vous rendre bien entendu dans les autres communes pour donner votre avis par écrit sur ce registre. Et l'écrit toujours via mail ou mobilité.cd92@hauteseine.fr est à votre disposition pour réceptionner là aussi vos écrits. Ce qui va vous être présenté ce soir, donc, c'est un projet qui est issu des études actuelles, donc qui sont en stade de faisabilité. Ça signifie que c'est un projet sur lequel vous avez un avis, parce que vous êtes aussi des experts des lieux. Donc, cette réunion attend bien entendu que vous donniez vos avis, vos remarques, pour améliorer, s'il peut l'être, ce projet. Cette réunion elle va se dérouler en 2 temps. Un premier temps de présentation du projet, bien entendu, pour que vous soyez pleinement informés, qui va durer une vingtaine de minutes, donc des slides qui vont vous être présentés et commentés. Et puis ensuite, on prendra le temps nécessaire à ce que vous puissiez poser toutes vos questions. Alors, il est 19h15, une présentation de 20 minutes environ. On se laisse à peu près 1h, 1h30 ensuite pour répondre à vos questions, bien entendu. Donc, on essaye de s'arrêter aux alentours de 21h pour que vous puissiez continuer tranquillement la soirée chez vous. Et puis, je vous rappelle donc que vos contributions peuvent continuer dans les autres réunions et par écrit, bien entendu. Monsieur Planche, c'est à vous. Bien. Je vous propose donc de commencer à structurer la présentation du projet en 4 parties. En commençant tout d'abord par un diagnostic de la RD 920. Donc, ainsi que le renouvellement urbain le long de cette voie. Puis nous aborderons les objectifs du projet et ses enjeux. La 3e partie, ça concernera la proposition d'aménagement sur Montrouge. Et on fera un focus particulier sur les attendus et les principes d'aménagement, ainsi qu'un autre secteur, pour vous montrer juste au sud du carrefour de la Vache Noire, ce qui pourrait être réalisé également. Enfin, je vous propose de traiter la question du financement et du calendrier. Donc, la RD 920, la partie qu'on appelle nord, en fait, entre Bourg-la-Reine et Montrouge, à l'arrivée de la porte d'Orléans, est un axe structurant qui traverse Montrouge jusqu'à Antony et se prolonge également jusqu'au sud dans l'Essonne à Massy. Donc, il a été constaté de nombreux dysfonctionnements sur cette route qui ont fini par perturber la vie locale, la vie de quartier et rendre difficile le partage de la voie. C'est pourquoi, pour améliorer le confort de vie des habitants, les 2 départements, donc des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, ont souhaité transformer cet axe national sur le linéaire restant de 3,8 km en un boulevard urbain. Donc un boulevard urbain sécurisé, plus convivial et qualitatif. Et ce travail est bien sûr mené en étroite collaboration avec toutes les villes, dont la ville de Montrouge. Donc, des aménagements, le constat, des aménagements anciens et qui, un peu datés, des équipements mal adaptés à la vie d'aujourd'hui, avec une largeur de chaussée très importante qui induit une coupure urbaine. Des usagers, les piétons ou les cyclistes qui sont mal pris en considération, qui ne sont pas du tout pris en considération. Sur certains secteurs, sur une des photos de la présentation, vous voyez des trottoirs pas du tout confortables. Ce n'est pas forcément le cas à Montrouge, mais il y a des secteurs vraiment très abîmés. Et les cyclistes, ils roulent le plus souvent sur la chaussée, parce qu'il n'y a pas de continuité cyclable.
Autre source qui renforce le sentiment des aménagements peu adaptés, c'est les conditions de circulation. Donc à la fois en termes de vitesse, donc on constate des vitesses excessives, surtout aux heures creuses, ou lorsqu'il y a des flux importants de circulation aux heures pleines, vous vous retrouvez avec une ambiance très routière et pas agréable du tout. Autre point délicat, c'est la circulation des bus. Les bus sont dans des couloirs aujourd'hui qui sont souvent stationnés par des gens en double fil, donc soit des livraisons, soit des gens qui font de l'arrêt minute. Donc un autre problème de dysfonctionnement avec les transports en commun en surface, qui gênent leur régularité. Et surtout, en termes de circulation sur tout l'axe, Monsieur Langereau, Monsieur le maire l'a indiqué en introduction, on a sur l'aménagement entre Bourg-la-Reine et Carrefour de la Vache-Noire une circulation qu'on peut qualifier de fluide, et vraiment sur la partie entre le Carrefour de la Vache-Noire et la Porte d'Orléans, on a une circulation beaucoup plus difficile, surtout dans le sens sud-nord, le matin quand on veut se rendre sur Paris. Donc, pour illustrer un propos sur l'offre de stationnement, donc vous avez certaines grandes enseignes sur l'axe qui ont des parkings, on va dire, privatifs et particuliers où ils peuvent accueillir beaucoup de véhicules. Il y a d'autres endroits où vous avez beaucoup de stationnement le long de la chaussée ou dans les couloirs bus que les livreurs utilisent, puisqu'en fait vous avez une très grande largeur et la chaussée semble surdimensionnée. Autre point, c'est les nouveaux projets. Les nouveaux projets le long de l'axe de la RD 920 avec les projets de ligne de métro, donc la ligne 4. Donc les personnes qui habitent ou qui travaillent au sud de Montrouge ou au nord Bagneux seront à moins d'une demi-heure en fait, du cœur de Paris. Et également la ligne 15, la ligne 15 sud du Grand Paris Express, qui traverse 22 communes, dont Arcueil et Bagneux, avec deux nouveaux pôles gares, enfin une restructuration, le pôle gare Arcueil-Cachan et le pôle gare Bagneux, et dont le prolongement également de la ligne 4 qui ira à ce pôle gare. Donc, avec l'arrivée de cette nouvelle offre de transport lourd ferré, la réorganisation du bus, des différentes lignes de bus, dont celles qui passent à Montrouge, vont être réimaginées par Île-de-France Mobilité et en accord. Donc Île-de-France Mobilité, c'est l'Extif, c'est l'organisateur des transports en Île-de-France. Et cette organisation des lignes de bus se fait également en coordination avec les communes. Donc, ces nouvelles lignes de transport et également le dynamisme du renouvellement urbain de nombreuses communes proposent également le long de cet axe des zones d'aménagement concertées, les ZAC, et des programmes immobiliers. Sur Montrouge, il y a les résidences Sonate par exemple. Tout ceci va créer des nouveaux logements, des bureaux, des équipements publics, des nouveaux commerces qui sont créés ou qui vont apparaître au fil des années. Donc le projet de la RD 920 doit prendre en compte ces évolutions pour avoir une plus grande cohérence. Enfin, le projet s'inscrit dans la continuité des aménagements déjà réalisés depuis 2011, donc sur la partie massif Bourg-la-Reine jusqu'à l'approche de la place de la Résistance. Donc environ 90% du linéaire, le linéaire était un peu plus important là, il y a 5,7 km et les travaux sont encore en cours en 2018, 2019 et 2020 sur la commune de Bourg-la-Reine. Donc à quoi ressemblent les aménagements déjà réalisés? Donc par exemple à Antony, on retrouve ces aménagements avec des trottoirs élargis,
avec une piste cyclable matérialisée avec une autre colorimétrie, avec la réorganisation du stationnement le long des trottoirs, des nouvelles plantations d'arbres, et une nouvelle vie de quartier en fait qui le long des commerces, pour avoir un cadre beaucoup plus agréable. Donc à la fois un partage entre les piétons et les cyclistes. Donc pour pouvoir réaliser ces élargissements de trottoirs ou prendre, rendre des pistes cyclables qui n'existaient pas auparavant, c'est la dimension des chaussées. Donc sur l'image, on voit là par exemple la Sauce qui a été réalisée. De 3 fils de circulation par sens, on est passé à 2 fils de circulation par sens. Là sur l'image, il y a également un terre-plein central arboré. Un autre type d'aménagement qui a été réalisé, c'est à Bourg-la-Reine, c'est dans le centre, c'est les contre-allées apaisées. Contre-allées apaisées où la circulation est partagée entre tous les usagers. La limitation de vitesse est à 20 km/h et les piétons et les cyclistes sont prioritaires par rapport aux voitures. Et l'intérêt en fait, de ces contre-allées permettent en fait, de gérer le stationnement à l'intérieur de la contre-allée et de permettre, et de l'autre côté, les fils de circulation sont rendus plus fluides puisqu'il n'y a pas d'arrêt et de manœuvre par rapport aux places de stationnement. Les manœuvres de stationnement se font à l'intérieur de la contre-allée. Et cette contre-allée est accompagnée également de nouvelles plantations d'arbres avec des doubles alignements de plantations. Un autre point, c'est les raménagements de carrefour. Donc là, c'est un exemple à Bourg-la-Reine, sur la place de la Libération. Et sur cette image, il y a également un aménagement spécifique pour les bus. On ne va peut-être pas forcément, je vais vous le montrer là, il est sur le côté. Vous avez un aménagement spécifique pour les bus. Et cet aménagement permet aux bus en fait, de ne pas prendre les mêmes lignes de feu que les véhicules, donc de passer le carrefour plus rapidement et ça améliore sa régularité. Donc les enjeux et les objectifs du projet s'appuient dans la continuité de ces aménagements. Et nous avons défini 3 objectifs majeurs. Donc c'est un meilleur partage des espaces pour les rendre accessibles à tous les usagers. Donc, à la fois les piétons, les cyclistes, les voitures, les bus, et tout ça pour adapter l'infrastructure routière à la vie locale, à la vie de quartier, pour leur rendre la vie plus agréable, et aussi pour rendre les commerces un peu plus dynamiques le long de cet axe. Donc, deuxième objectif, des déplacements rendus plus sûrs, donc en améliorant les conditions de circulation, et surtout en repensant les aménagements au carrefour. Et dernier point, c'est la valorisation de l'environnement, des aménagements paysagers de qualité, agréables, également avec de nouveaux arbres d'alignement. Donc comment pourraient se décliner ces lignes directrices donc, sur la majeure partie du linéaire entre Bourg-la-Reine et Montrouge, on peut réduire à 2 fils de circulation par sens et 3 fils de circulation lorsque c'est réellement nécessaire, et ça c'est nos études de déplacement qui l'ont démontré, où il fallait maintenir 3 fils de circulation. Créer une piste cyclable unidirectionnelle dans chaque sens, donc du côté pair et du côté impair de la voie. De rendre également des cheminements piétons confortables et accessibles à tous. Donc d'élargir les trottoirs et de pouvoir marcher le long des passages confortablement et de traverser également les voies de façon plus sécuritaire, mais c'est le deuxième objectif que nous allons voir. Et enfin, l'intégration des voies bus là aux endroits le nécessitant. On a cet exemple sur la photo à l'approche de la porte d'Orléans, où on a créé une voie spécifique bus avec un séparateur en dehors de la circulation générale, mais également en dehors du stationnement qui est géré dans une contre-allée apaisée. Deuxième objectif, les déplacements, donc des carrefours à feu avec une mise en place du système CITER,
une gestion voilà, par vidéosurveillance, par des systèmes de comptage permanents, avec un dialogue, avec un PC, un poste de commandement pour voilà, établir les meilleures conditions de circulation possibles, ainsi que la sécurité du trafic, à la fois des piétons et des voitures. Des traversées piétonnes plus nombreuses et accessibles à tous. Donc on le verra un petit peu plus en détail par la suite du projet. Enfin, donc l'environnement valorisé, donc avoir une continuité paysagère qualitative avec des trottoirs végétalisés. Sur Beau-la-Reine et Arcueil, nous pouvions également réaliser un terre-plein central avec des bancs plantés, ou surtout des contre-allées avec des doubles alignements d'arbres au niveau de certaines contre-allées. Donc un projet, un boulevard urbain, voilà, plus convivial et avec très qualitatif. Donc je vous propose maintenant de passer sur les aménagements voilà, de cette RD 920 sur Montrouge. Donc nous allons passer voilà, du sud jusqu'au nord, donc à partir du carrefour de la Vache Noire, où on retrouve en fait voilà, ces principes d'aménagement, où on a des trottoirs voilà, plus larges. On retrouve donc en coloris rouge sur l'image. On retrouve également les pistes cyclables de couleur voilà, ocre, ainsi que les nouveaux arbres d'alignement le long de cette voie. Également en termes de circulation, donc c'est ce que je vous indiquais, c'est que à partir des études de déplacement voilà, qui ont été réalisées jusqu'à présent, on a voilà, des comptages et des fonctionnements qui nous indiquent voilà, à l'approche du carrefour de la Vache Noire, il faut conserver 3 fils de circulation. Et par la suite, on peut réduire, au moins dans le sens nord-sud, à 2 fils de circulation. Donc c'est ce qui est décliné voilà, sur la partie suivante. Et sur cette diapositive, ce qui est très intéressant, c'est la création de nouveaux carrefours. Rue d'Étienne d'Orve et rue Louis Rollin, avec la suppression des passages souterrains piétons. Donc des traversées piétonnes sécurisées, avec des carrefours à feu, confortables. On retrouve également le partage, voilà, la suppression de fils de circulation donc au profit des trottoirs, au profit des piétons, pour mieux se déplacer, et de nouveaux alignements d'arbres. Donc certains arbres, on les voit sur la diapositive, c'est les petites croix qui apparaissent en rouge, donc seront abattus pour être remplacés voilà, par des nouveaux sujets, par des nouvelles plantations d'arbres d'alignement. À la fois, on retrouve également la continuité cyclable, avec les traversées de carrefour qui se font le long des passages piétons. Et dans certains cas, il y a des abaissements spécifiques pour gérer également les mouvements tournants. Donc, ces 2 carrefours, par exemple, ils n'ont pas exactement les mêmes mouvements. Vous avez au niveau de Étienne d'Orve, ici, où les mouvements tournants peuvent se faire en fait en tournant à gauche dans ce sens-là, et le mouvement avec Louis Roland, il n'y aurait qu'un sens possible en fait dans ce sens-là en sortie, ou dans ce sens-là voilà, en entrée. Ce mouvement ne serait pas autorisé. Enfin, la partie, on va dire, où la circulation aujourd'hui est plus difficile, c'est entre la rue Gabriel Péry et le boulevard Romain Rolland à Paris. Là, on a beaucoup travaillé sur la gestion déjà du carrefour au niveau de la rue Gabriel Péry. On propose voilà, un nouveau fonctionnement pour essayer d'améliorer au maximum les conditions de circulation. Donc on peut rendre ce carrefour plus fluide. Malheureusement, dans un sens, en fait, ça fonctionnerait très bien. Voilà, dans le sens nord-sud, mais dans le sens sud-nord, le carrefour qui est au niveau de Romain Rolland est géré par Paris et il gère en fait d'autres mouvements. Et donc
l'entrée de l'autoroute A6, il y a l'accès au boulevard périphérique intérieur, et au niveau de la porte d'Orléans, vous avez aussi d'autres carrefours à feu qui sont gérés à Paris, dans le carrefour au niveau du boulevard des Maréchaux, le boulevard Jourdan, et un carrefour précédent. Et donc ces autres carrefours impliquent des remontées de fil, et la remontée de fil donc, ne permet pas, elle crée des perturbations, elle ne crée pas un écoulement de la circulation, voilà, suffisant au niveau du boulevard Romain-Rolin. Donc à ce niveau-là, nous étions obligés de maintenir 3 fils de circulation dans le sens, en direction de Paris. À la fois, on a réussi, puisqu'il y a une très grande largeur, à créer 2 systèmes de contre-allées, de part et d'autre, des contre-allées apaisés pour gérer le stationnement. Donc ces contre-allées apaisés, donc on retrouve du stationnement bilatéral de chaque côté de cette contre-allée. Et les manœuvres en fait, des véhicules donc, ne gêneront pas à la fois le couloir bus que je vous ai indiqué, voilà, qui est juste le long, voilà, ici. Donc toutes les manœuvres se font à l'intérieur. Le couloir bus peut voilà, circuler librement à l'intérieur de la contre-allée. Et la circulation générale également s'effectue sur 3 fils de circulation. Donc on a maintenu les conditions de circulation actuelles. Vous ne pouvez pas les réduire à ce niveau-là. Autre point, donc, pourquoi le sujet des bus à ce niveau-là? Parce que c'était vraiment l'endroit vraiment le plus saturé et il pouvait arriver plus facilement, avec plus de régularité, jusqu'à la porte d'Orléans. Et comme je vous l'ai indiqué, c'est lié également sur l'organisation des lignes de bus. Donc aujourd'hui, vous avez jusqu'à 5 lignes de bus qui passent juste sur ce tronçon. Demain, vous auriez plus que 3 lignes de bus. Voilà, donc moins de personnes, moins de lignes de bus, mais sur la partie juste en aval de la rue Gabriel-Péry, il y aurait 2 lignes de bus. Voilà. Un autre, voilà, pour votre information, c'était un point voilà, sur ce qui se passait aussi au niveau du carrefour de la Vache Noire au sud. Donc on retrouve en fait le système de contre-allées apaisé le long de la ZAC Victor Hugo, zone d'aménagement concerté. Et pour maintenir les conditions de circulation également, on a conservé 3 fils de circulation à l'approche du carrefour de la Vache Noire dans un sens sud-nord et 2 fils de circulation dans le sens nord-sud. Et donc c'est également les trottoirs piétons élargis, la vie cyclable dans la continuité jusqu'au carrefour de la Vache Noire. Enfin, le financement du projet et son calendrier. Donc l'enveloppe prévisionnelle est de 63 millions d'euros. Elle est partagée en 2 tiers, 1 tiers entre les 2 départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, puisque le linéaire en fait traversait les 3,8 km entre Bourg-la-Reine et Montrouge, donc et à partager voilà, sur à peu près cette répartition. Enfin, le calendrier du projet. Donc aujourd'hui, nous sommes en concertation préalable. Donc c'est notre première rencontre pour recueillir vos avis. Suite à toute la concertation, donc, qui dure jusqu'au 11 mai, nous dresserons un bilan pour partir et affiner toutes nos études, voilà, avec vos remarques et poursuivre sur une enquête publique. Voilà. Enquête publique qui sera réalisée avec un commissaire enquêteur, qui sera un deuxième temps de partage et de recueillir toutes vos informations sur ce projet. Donc jusqu'à la déclaration d'utilité publique, puis en parallèle, nous mettrons en œuvre nos études pour passer les marchés de travaux. Et ces marchés de travaux seraient notifiés dans ce calendrier à la mi-2021. Et par la suite, les travaux dureraient environ 3 ans et demi, 4 ans. Sur un projet
on va dire, sur ce linéaire. Nous avons l'expérience sur la RD 920 donc, qui est en cours de réalisation. Donc c'est des délais voilà, classiques pour ce type d'aménagement. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Plon. Je pense que cette présentation macro et ce zoom sur Montrouge. Et en plus, en 20 minutes, comme promis. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, comme promis aussi. Alors j'ai compté, vous êtes plus de 120. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on procède par groupe de questions. Charlotte, qui est là, vous confie le micro pour que vous puissiez poser votre question. On prend 2 ou 3 questions selon la longueur. Et puis ensuite, bien entendu, les personnes présentes vous apportent toutes votre réponse. On va commencer avec monsieur devant. Vers vous ensuite, pardon, madame, allez-y. Bonjour, Anne Beller, conseillère municipale à Montrouge. Je voudrais savoir si le calendrier, j'ai bien entendu le calendrier des travaux, et est-ce qu'il y aura peut-être une possibilité d'accélération pour que ce soit prêt pour les Jeux Olympiques de 2024 ? Merci madame. Monsieur au deuxième rang, et puis ensuite on va progresser. Oui, bonjour. Donc le projet, certes, il est joli et intéressant, et on attend que ça pour l'image de Montrouge. Par contre, je suis un peu sorti, en fait, sur le carrefour populaire Mont-Saint-Fleur et Renault, c'est ce que vous appelez Gabriel-Péry, le croisement. Nous le traversons tous les jours avec mes enfants pour aller à l'école de l'autre côté, et on a la peur au ventre. Et dans votre proposition, je n'ai pas vu d'amélioration, plutôt une continuité de l'existant. Et je me demande, en plus, vous avez dit, vous allez supprimer le passage souterrain qui est en face de l'école maternelle. Bon, mes enfants ont passé cette école, donc ils sont de l'autre côté maintenant. Ne serait-il pas possible de faire des passages souterrains sur ce carrefour sous forme d'un carré ? Parce que quelle que soit la décision qu'on va prendre, le passage piéton, il n'est pas au milieu de la nationale. Il est le long des carrefours. Et s'il y a un feu rouge qui est sur la nationale 20, de l'autre côté, il passe au vert. Donc à chaque fois qu'on passe, il faut regarder dans les plusieurs sens pour voir s'il n'y a pas des voitures qui passent. Donc la meilleure solution, à mon sens, c'est soit de créer des passages souterrains, comme dans le métro, sous forme d'un carré, ou des ponts piétons éventuellement, parce que la situation actuellement, il y a toujours des accidents sur ce carrefour, et on n'a pas vraiment, à chaque fois qu'on traverse, c'est la guerre. Donc je pense qu'il faut, j'aimerais bien que vous approfondissiez l'étude de ce carrefour, qui est très très gênant actuellement, en sécurisant les passages pour les enfants. Voilà. Merci monsieur. Au troisième rang, là, Charlotte, s'il te plaît. Monsieur, et puis on commence ensuite à répondre à ce premier groupe de questions. Si vous voulez bien vous présenter à chaque fois, merci. Jacques Balin, Cachan. Il y a une réunion spécifique Cachan, mais ma question concerne toutes les villes, donc c'est pour ça que je me permets de la poser. Je voulais simplement savoir qu'est-ce qui était aujourd'hui dans ce que vous avez présenté encore négociable, quelles sont les marges de manœuvre, sur quoi peut-on intervenir à l'heure actuelle et dans l'espace là, de 10 avril, 11 mai. Voilà, merci d'avoir cette réponse. Merci monsieur. Première question donc sur le calendrier et sur son accélération possible. On va bien 2024, soit quand même dans le scope de ce que vous nous avez présenté. Monsieur Caron, je vais faire la première, si pas la deuxième, je ferai la troisième. Très bien, merci. L'accélération du calendrier, je ne peux pas vous faire de promesses ce soir, évidemment, et qu'en fait, on n'est pas les seuls maîtres des délais. Pour des opérations routières ou d'infrastructures de cette importance-là, il y a un certain nombre, de nombreuses procédures administratives qui sont à diligenter, qui sont conduites par les services de l'État. Je ne veux pas dire que les services de l'État vont lentement, mais en tout cas, on n'a pas forcément la maîtrise de nos délais. Vous voyez qu'aujourd'hui, entre le dossier d'enquête publique qui est
prévu d'être terminé au début de l'année prochaine, et l'enquête publique en elle-même, on a mis 1 an de délai. Mais en fait, c'est une année qu'on ne maîtrise pas sur les services de l'État qui vont nous dire à quel moment faire l'enquête publique. Donc, peut-être que ça ira plus vite, peut-être que là c'est un calendrier peut-être un peu pessimiste, mais en tout cas, sur cet enchaînement et ce calendrier général, je ne peux pas vous promettre qu'on ira plus vite. Après, peut-être que pendant les travaux, on peut avoir des mesures qui font qu'on pourra gagner du temps sur les 3 ans qui viennent de l'expérience passée sur la RD 928, mais après c'est aussi un choix politique, puisque on essaye de ne pas démarrer tous les travaux partout en même temps. Si vous voulez, sur la section sud de la RD 920, qui fait un peu moins de 6 km, on a commencé les travaux en 2011. Vous voyez, donc c'est plus long que la section nord, mais on a commencé en 2011. C'est aussi la volonté de ne pas mettre le chantier partout en même temps, si vous voulez. Donc on travaille par section. Alors évidemment, c'est plus long que si on faisait tout en même temps. Donc éventuellement, c'est une question qui se posera au moment où on sera à la préparation des travaux. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le calendrier normal qui vous est présenté ce soir. Monsieur Planche, je pense que la question sur le carrefour et sur les traversées piétons et la question subsidiaire des souterrains, de leur maintien, voire peut-être de nouveaux souterrains, on me le suggère à monsieur. Alors, les traversées piétonnes, j'avais peut-être pas assez. Voilà. Il y a des refuges piétons dans l'axe de la chaussée. Peut-être sur cette image-là en bas, sur votre droite. Vous avez des refuges piétons, donc plus confortables qu'aujourd'hui. Hein, il y aura une plus grande largeur. Donc on aura moins l'impression déjà d'être rasé par les voitures de part et d'autre. Et la réduction en fait de la longueur des traversées piétonnes diminue le sentiment d'insécurité également. Hein, quand vous traversez, vous avez beaucoup de voies, vous avez jusqu'à 4 fils de circulation. Demain, par exemple la projection sur le Roland, vous n'aurez que 2 fils de circulation à traverser comme ça piéton. La question des passages souterrains, alors, il y a 2 problèmes. C'est que, il y a un problème d'accessibilité aussi, hein, puisque les personnes qui ont plus de mal à se déplacer pour descendre des marches d'escalier, c'est pas facile. Et la deuxième difficulté, c'est l'exploitation et l'entretien de tous les jours, puisque parfois les passages souterrains sont mal éclairés, sont insalubres. Il y a des incivilités et ils sont pas très agréables lorsque vous les empruntez. Mais j'entends votre message. Donc l'incivilité, à cause de l'incivilité, on ne met pas en sécurité. On peut bien faire des passages de terrain avec du vitrage renforcé. Éclairé. Donc, monsieur dit qu'effectivement, il y a un passage souterrain. Il peut y avoir des passages avec de la lumière naturelle, par exemple. Enfin, voilà. Mais je pense que le sujet n'est pas là. C'est vrai qu'on laisse le passage souterrain. C'est un équipement qui n'est plus tellement d'actualité. Si vous voulez, il vaut mieux qu'on travaille. On entend ce que vous dites sur le sentiment d'insécurité quand vous traversez. Alors aujourd'hui, c'est très net. Demain, on espère qu'avec la réduction du nombre de fils, en fait, quand on dit qu'on va aménager un boulevard, ce que l'on cherche, évidemment, c'est à rendre la voirie, l'infrastructure plus agréable à vivre, à dynamiser la vie locale, le commerce local, mais c'est aussi à modifier les comportements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rouler à une vitesse folle sur une chaussée à plat, avec un terre-plein central d'un côté et une bordure de l'autre, avec des voies réduites, si vous voulez. Donc, il y aura plus de feux, plus de traversées piétonnes, donc plus de feux tricolores. Ça va forcément hacher l'allure du trafic. Donc, c'est ce que l'on recherche, avec des solutions plutôt en surface. Mais excusez-moi, est-ce que vous pouvez au moins vous engager à procéder à des comptages des piétons, comptabiliser les circulations des voitures, afin de voir combien d'enfants le matin et le soir aujourd'hui empruntent ces passages? Ça, on le fait systématiquement, monsieur. De toute façon, là aujourd'hui, on est en concertation, donc nous venons avec
des intentions, un projet d'aménagement. On vous a expliqué tout à l'heure qu'effectivement il avait été fait en continuant les principes qui avaient été retenus sur la section sud de la RD 920. À partir de la concertation, on va tirer un bilan de ces réunions, des observations qui figureront sur les registres ou des courriers ou des courriels que l'on aura reçus. Et à partir de ce bilan, vous l'avez vu tout à l'heure dans le planning, on va enclencher des études techniques et les études, ce qu'on appelle les études d'impact. Et pour réaliser ces études, notamment, évidemment, on fait des comptages piétons, des comptages vélos, des comptages voitures, on vérifie que les carrefours fonctionnent, on regarde les temps de traversée, voilà. Après, ça devient un travail un peu plus technique. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'effectivement, les passages souterrains piétons, c'est pas tellement à la mode, c'est pas tellement utilisé, ça pose d'autres soucis, et en tout cas, c'est pas ce qu'on va privilégier. Si à la fin, effectivement, on voit qu'il n'y a aucune solution parce qu'il y a des flux piétons trop importants, qu'on n'arrive pas à faire passer les piétons, les voitures, etc., peut-être qu'on y reviendra. Aujourd'hui, on vous dit, on a l'intention, on a l'envie de les supprimer, je peux dire comme ça, et de les remplacer par des passages protégés, sécurisés, en surface. Si vraiment on n'y arrivait pas, peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, on conservera les passages de souterrain. Ouais, cette question, elle est importante parce que l'objectif, c'est bien de passer d'une autoroute urbaine comme aujourd'hui, quasiment infranchissable ou difficilement infranchissable, comme vous l'avez dit, à un boulevard urbain. Et un boulevard urbain, à partir du moment où ce sera moins large, puisqu'on va passer de 8 à 5 voies en global, avec plus de carrefours, évidemment, ce sera beaucoup plus facilement traversable, ce sera beaucoup plus sécure, parce que les voitures iront moins vite, puisqu'elles s'arrêteront plus souvent. Et donc, ça s'apparentera au boulevard parisien. Quand vous êtes avenue Gérald Leclerc, boulevard Raspail ou avenue du Maine, c'est la même largeur, vous traversez beaucoup plus facilement. Donc, c'est vers ça qu'on va. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile à imaginer, mais demain, ce sera ça. Donc évidemment, vous n'imaginez pas traverser un boulevard urbain par-dessous. Vous traversez sur des passages piétonniers qui sont aménagés, comme on le voit là, en toute sécurité. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'on veut faire et qu'il faut essayer d'imaginer. C'est pas facile aujourd'hui, mais il faut essayer de se projeter dans ce que ce sera demain. Et évidemment, ce sera beaucoup plus sécurité pour tout le monde, pour les enfants, pour les familles, etc. Voilà, ça reliera beaucoup plus tous les quartiers. Vous avez un peu répondu à la dernière question sur ce que peut apporter la concertation. Néanmoins, peut-être peut-on un petit peu préciser justement. Oui, les marges de manœuvre de la concertation ou issues de la concertation, c'est un peu ce que je disais. Si vous voulez, ce qui n'est pas négociable, ce sont les grands objectifs. C'est la volonté commune des deux départements et de toutes les municipalités d'apaiser, de transformer cette route en boulevard urbain. Donc il y a des techniques pour y parvenir. Après, voilà, la position des traversées piétonnes, leur largeur, leur circulation. Hier, on a eu une réunion à Bourg-la-Reine, on a eu des débats sur les aménagements pour les cyclistes. Voilà. Tout ça, on l'entend, on engrange aujourd'hui, pendant la durée de la concertation, toutes ces observations, toutes ces remarques, et après on va les traiter de façon technique. Alors je ne vais pas vous dire ça c'est non, ça c'est oui, aujourd'hui on ne sait rien. On va tirer un bilan. Le bilan sera rendu public, il sera adopté par les deux départements qui sont les financeurs et les aménageurs de ce boulevard. Et à partir de ce bilan-là, les études techniques commenceront et intégreront tout ce qui aura été entendu ou écrit au cours de la concertation. Par exemple, je pense... Attendez monsieur, on va vous passer le micro, sinon on ne vous entend pas. Oui, dans ma tête, je pensais à l'aspect sécurité. J'ai habité en proximité de la RN20, pardon, des RD 920, on va y arriver. J'ai constaté que l'un des gros facteurs d'insécurité, c'est la vitesse excessive et, je ne vais pas stigmatiser les deux roues motorisées, mais ils font partie de cela. Notamment ceux qui s'amusent à faire du gymkhana sur la roue arrière, ou enfin bon, vous connaissez, je pense, le problème autant que moi ce sujet. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec les représentants de la police municipale sur le sujet, là, qui était en contrôle sur le côté, et ils m'ont dit, oui, malheureusement, on a un problème d'effectif, et bon, c'est trop lourd pour nous de faire face à un tel contrôle. Alors, justement, là, on touche non pas une question d'infrastructure, mais plutôt à des moyens d'accompagnement. Est-ce que, par exemple, sur des sujets comme celui-là,
le projet de mutation en boulevard urbain prendra en compte les moyens d'accompagnement nécessaires qui permettront de régler peut-être plus fortement les questions de sécurité. Merci. Je crois que M. Thérault, oui, je vais répondre parce que c'est un peu dans la continuité de ce qu'on a dit. Effectivement, l'objectif, nous on travaille sur l'infrastructure. Donc l'objectif, je le disais à l'instant, c'est effectivement d'apaiser les comportements, réduire les vitesses, mieux partager l'espace, faire que chacun ait de l'espace confortable. Par contre, c'est vrai que les questions de police ou d'incivisme, alors la qualité de l'infrastructure, la qualité du bâti autour des commerces, l'animation peut contribuer à diminuer, à réduire ces problèmes d'incivisme, mais c'est vrai que ce n'est pas l'infrastructure elle seule qui le fera. Peut-être peut-on préciser aussi que la concertation, elle est menée évidemment, comme ce soir, non seulement avec les riverains, les habitants, mais aussi avec d'autres parties prenantes, avec les associations, avec les élus, bien entendu. Vous faites bien de le dire, effectivement, la concertation, là on a une phase de concertation plus publique, elle va se continuer jusqu'à l'enquête publique. Les départements travaillent en proximité, évidemment, avec les municipalités, mais aussi avec les associations, les acteurs économiques. Voilà, on reçoit tout le monde, on discute avec tout le monde, les associations de personnes handicapées aussi, qui ont des avis sur les matériaux, sur la disposition du mobilier urbain, etc. Ce que je voulais dire aussi, parce que j'ai vu des gens tout à l'heure qui prenaient des photos du diaporama, en fait, il sera en ligne sur les sites internet des départements. Donc, bien sûr, vous pouvez le faire, mais vous aurez... Tous ces éléments sont accessibles en ligne, bien entendu. Oui, c'est important de le préciser. On va continuer, Charlotte, juste devant toi, madame, et puis on remonte tranquillement Laurent. Bonsoir, je m'appelle Hélène Giraud, je suis de Clamart. Alors, je vais dire pourquoi je suis ici. Je suis cycliste et en fait, il m'arrive de passer ici à vélo. Et pour moi, c'est un axe structurant. Et donc, j'avais des remarques sur les aménagements cyclables, c'est-à-dire que quand je circule, comme certaines personnes qui font 5, 10, 15, 20 km, j'ai envie d'aller vite, j'ai envie de ne pas être cisaillée par une voiture quand je traverse un carrefour, j'ai envie de pouvoir tourner à gauche, de pouvoir aller dans les sas à vélo au carrefour, j'ai envie de pouvoir gérer des aléas, donc de pouvoir faire des écarts en regardant derrière, bien sûr, mais voilà, toute chose que je ne peux pas trop faire sur des pistes cyclables étroites où il y a des risques de conflit avec les piétons. Donc voilà, je voulais apporter ce témoignage. Et puis je voulais parler aussi donc ça n'a rien à voir des questions paysagères. C'est-à-dire que je vois que c'est la mode aujourd'hui d'enlever tous les arbres, de remettre des nouveaux arbres, de remettre plein d'arbustes. Alors ces alignements d'arbustes, moi ça m'énerve beaucoup parce que d'une part ça contribue à faire cet effet de couloir, on n'est que dans le linéaire, comme ça, on fait un grand corridor. Et puis d'autre part, je le vois surtout beaucoup sur la coulée verte, c'est sur des masques à la visibilité, donc on ne voit absolument pas ce qui se passe. Or, la sécurité, c'est de faire attention à l'autre, donc de voir s'il y a un gosse ou je ne sais pas qui se passe, une voiture qui déboule. Et tous ces petits trucs végétaux que je trouve qui nécessitent beaucoup d'entretien par rapport à des arbres qui durent des décennies sans qu'on s'en occupe trop. Donc je trouve ça pas bien. Et à propos des arbres, je suis aussi un peu désolée qu'on enlève tant d'arbres partout. C'est les arbres, ça met des décennies à pousser, il y a des très beaux sujets. C'est des pompes à eau très très importantes maintenant quand on voit les problèmes de ruissellement, de changement climatique. Et est-ce qu'on peut éviter d'enlever trop d'arbres et qu'est-ce que c'est votre position là-dessus? Merci madame. On va remonter, Charlotte, de 2-3 rangs, s'il te plaît. Bonjour, monsieur Vierre, utilisateur... Parlez bien devant le micro, monsieur, s'il vous plaît. Pardon, monsieur Vierre, utilisateur de la Nationale 20 depuis 40 ou 50 ans. Ce qui me fait peur, c'est vos pistes cyclables. Parce qu'aujourd'hui arrivent des produits tels que les patinettes électriques, tels que, je vous en cite par exemple, qui roulent très très vite sur les pistes cyclables, les skateboards et tout. Vous avez intérêt à mettre des séparateurs ou des ralentisseurs sur les pistes cyclables. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que votre piste cyclable, elle passe devant 2 écoles. Alors je ne sais pas si vous voyez le mariage sur les pistes cyclables entre les skateboards, les poussettes et tout. C'est assez
Moi, je connais très bien je connais très bien les pistes cyclables qui sont autour de Paris. Moi qui fais beaucoup de vélo, je ne peux pas les utiliser. Trop dangereux. Pour moi et pour les pieds. Bon, et bien, on va vous répondre à tous sur les pistes cyclables, bien entendu. Ça, c'est très compliqué. Une question, monsieur, derrière. Bernard Point. Alors, moi, j'habite Montrouge, rue d'Estienne d'Orbe. J'ai une question plus générale. J'ai compris que l'un des objectifs, c'est de faire baisser le nombre de voitures grâce, entre autres, à l'arrivée de nouvelles lignes de métro, ou tout au moins d'un prolongement des lignes de métro et de la 15. Simplement, je voudrais savoir s'il est prévu que ça soit bien synchronisé et qu'en particulier les travaux arrivent après les métros. Voilà, merci. Merci, monsieur. Il y avait madame juste devant, monsieur Charlotte, ou monsieur, pardon. On va venir. Bon, bonsoir, Françoise d'Étienne. Il se trouve que j'habite aussi rue d'Estienne d'Orbe. Alors moi j'avais une autre question en fait, sur l'impact des nouveaux carrefours sur la circulation dans Montrouge. Donc vous avez parlé de l'impact pour la circulation sur la RD 920 pour ralentir cette circulation. Par contre, la possibilité qui va être donnée de tourner à ces carrefours dans Montrouge ou d'accéder à la RD 920 en tournant dans la rue d'Estienne d'Orbe par exemple, dans les deux sens, ça risque de créer des flux de circulation qui n'existent pas actuellement. Enfin, la rue d'Estienne d'Orbe est une rue très tranquille, où c'est difficile d'ailleurs de se croiser en voiture. Donc, est-ce que vous avez mesuré l'impact au niveau des flux de circulation, notamment des personnes qui vont traverser Montrouge et essayer d'éviter les carrefours, les embouteillages qu'il y a tous les matins et tous les soirs à l'arrivée de la porte d'Orléans? Merci, madame. Charlotte, tu restes là. On vient vers vous après, monsieur. On va déjà répondre à ce groupe de questions. Alors, première, peut-être sur la végétation, la place de la végétation et quel type de végétation dans le projet. Monsieur Planche. Oui, alors la place de la végétation, vous avez compris que en recalibrant les voies, en élargissant les trottoirs, la suppression des arbres, de nombreux arbres, va être rendue nécessaire. Puisque on ne va pas pouvoir justement créer la piste cyclable là où il y a un arbre existant. C'est une difficulté. Et c'est vrai que globalement dans le projet, on va recréer en fait un nombre très excédentaire par rapport aux arbres abattus. Je ne me souviens plus du chiffre exact dans mes notes, mais on a plus de 200 arbres nouveaux qui seront plantés. Voilà. La végétalisation, c'est un projet qualitatif qui apporte aussi la qualité de vie. On parlait de perméabilité des sols ou des eaux de ruissellement. Vous pouvez récupérer les eaux de ruissellement par ces aménagements paysagers. Le principe de ces aménagements, alors on voit, j'ai entendu les problèmes liés à la sécurité et la co-lisibilité surtout de tous les usagers. Dans la question, c'est clair qu'à l'arrivée des carrefours, il n'y aura peut-être pas forcément de végétalisation il n'y aura pas de végétalisation haute. Sur l'image que vous avez à l'écran aux intersections, il n'y a pas de végétalisation, par exemple dans les angles. Si on prend ici et ici, on a des espaces plus dégagés, justement pour que tous les usagers, que ce soit automobiles, cyclistes, se voient à chaque intersection. Une question sur les mobilités douces. Les mobilités douces. On a eu deux questions. Alors oui, il y avait une question également sur la sécurité des aménagements. Sécurité des aménagements, la piste cyclable, le long des trottoirs piétons. Et on a une différenciation des matériaux, de la colorimétrie.
pour bien marquer les espaces, à la fois donc, avec un coloris proposé à rouge et un colorimétrie plutôt ocre, pour bien montrer à la fois quels sont les espaces des piétons et quels sont les espaces dédiés aux cyclistes. Alors, dans les vitesses excessives, on ne met pas non plus trop d'obstacles sur les trottoirs, ou les pistes cyclables. Ça ne participe pas forcément à la sécurité de tous. Et on est soumis aussi à des réglementations. Donc on parlait des personnes à mobilité réduite, mais aussi on a des personnes malvoyantes. Donc si on met trop d'obstacles aussi sur les trottoirs, voilà, ça engendre d'autres dysfonctionnements. Question sur la coordination avec les... Je vais peut-être en dire aussi deux mots sur les aménagements cyclables, parce que c'est un sujet quand même qui est sensible. Alors, d'abord, vous dire que cette difficulté de cohabitation entre les piétons et les vélos, c'est quelque chose qui, pour l'instant, en tout cas, ne remonte pas des aménagements qui ont été faits au sud. En tout cas, ça ne remonte pas jusqu'à nous. C'est quelque chose dont tout le monde se plaint. Non, mais moi, je vous dis que ça ne remonte pas. On va vous passer le micro, messieurs. On va vous passer le micro pour qu'on puisse vous entendre. C'est des choses qui ne remontent pas. Le département ne reçoit pas de courrier, ne reçoit pas de courriel, etc. sur ce sujet-là. D'accord ? Alors, à partir de là, pour créer les aménagements cyclables, on a deux grandes familles. Ce qu'on appelle les pistes cyclables, qui sont des aménagements qui sont isolés de la route. C'est ce qui est aujourd'hui envisagé, c'est ce qui a été fait au sud, c'est ce qui est envisagé aujourd'hui dans le projet qui nous est présenté. Que effectivement, les cyclistes sont conduits sur les trottoirs, dans des zones particulières, si maintenant je viens de le dire, mais c'est ce qu'on appelle une piste cyclable, c'est séparé de la route. L'alternative... Ça s'appelle pas, on appelle ça un trottoir cyclable. Ça s'appelle pas c'est un trottoir. Trottoir cyclable, piste cyclable, on peut parler. L'autre solution, c'est de mettre les aménagements cyclables sur la chaussée, ce qu'on appelle plutôt une bande cyclable. C'est l'alternative. Le problème que l'on a avec ces bandes cyclables, c'est que quand les cyclistes sont sur la chaussée, on se retrouve... Il y a plusieurs difficultés. Je ne dis pas que c'est pas ce qu'on fera, hein, mais je vous explique pourquoi aujourd'hui on a plutôt dessiné des pistes cyclables que des bandes cyclables. Quand on met les cyclistes sur la chaussée, on a quand même le problème du stationnement, c'est-à-dire quand le stationnement est latéral à la route, ça constitue un risque pour le cycliste avec l'ouverture des portières. Le sentiment de sécurité ou d'insécurité est aussi présent quand les cyclistes sont mis sur la chaussée. Et puis, ça conduit finalement à élargir le ruban de la chaussée. Je vous parlais tout à l'heure de boulevards urbains que l'on imaginait avec des chaussées étroites. Si on rajoute un aménagement pour les cycles sur la chaussée, la largeur totale de la chaussée nécessairement est plus grande, et ça conduit effectivement, les automobilistes à conduire plus vite. Ça, en général, ça augmente les vitesses pratiquées. C'est pour ça que dans le projet qui est soumis aujourd'hui à la concertation, nous privilégions la circulation des cyclistes sur les trottoirs et non pas sur la chaussée. Mais que ça fasse des bases, ça ne m'étonne pas. Existe un moyen terme, c'est-à-dire qu'il soit séparé de la chaussée, mais pas non plus avec... Ou une bande cyclable avec un petit air. Attendez, madame, on ne vous entend pas si vous prenez pas le micro. On va juste répondre à la question plus globale de la coordination avec les autres travaux. Et monsieur le maire, si vous avez la réponse. Oui, pendant qu'on donne le micro à madame pour qu'elle précise. Sur le sujet du partage de l'espace, c'est un sujet majeur, on entend dans beaucoup de réunions publiques à Montrouge, ou dans d'autres villes évidemment. La problématique est la suivante. La RD 920, elle fait en gros une quarantaine de mètres. Sur ces 40 mètres-là, il faut faire circuler des voitures, des bus, des piétons, des vélos. Et faire ça dans la meilleure harmonie possible. Alors évidemment, les voitures, ils veulent plus de place, mais il faut aussi laisser passer des vélos, parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas tellement faire de vélos. Les piétons, ils veulent plus de place, évidemment, et puis il y a ceux qui veulent se garer. Voilà. Il faut faire cohabiter tout le monde. Donc ce partage de l'espace public, de la voirie, c'est un sujet compliqué. Alors évidemment, mettre tout le monde d'accord, c'est pas évident.
Je crois que ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'il y a une donnée qui est intangible, c'est les 40 mètres. On ne va pas faire plus large, vu qu'il y a un immeuble de chaque côté. Donc il faut que sur ces 40 mètres-là, on fasse quelque chose d'optimisé. Donc je comprends bien que le cycliste, il veut savoir lui réserver son autoroute à vélo, mais ce n'est pas forcément possible si on veut pouvoir faire de larges trottoirs, continuer à avoir des voitures, parce qu'il y a quand même des flux importants qui viennent, et puis des bus qui puissent circuler. Vous voyez, donc la complexité, là, elle est grande. Alors, on voit que ça marche dans la partie qui est plus au sud. Alors, il y a moins de voitures qui viennent, il y a moins de voitures, non, on va en avoir encore plus. Donc, il faut essayer de cohabiter. À Paris, par exemple, si on prend le boulevard des Maréchaux, il y a des pistes cyclables sur les trottoirs. Moi, je l'emprunte régulièrement. Ça marche assez bien. Donc, d'accord, ça marche assez bien. Aujourd'hui, mais ça marche assez bien. Moi, je le fais. Donc, il y a beaucoup de vélos qui le font. Non, il n'y a pas beaucoup de vélos pour les maréchaux. D'accord. Il n'y a peut-être pas beaucoup. Si, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et ça marche très bien. Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 3% des franciliens qui font du vélo en zone urbaine. Demain, il va y en avoir beaucoup plus. Et donc, il va falloir apprendre à partager la voirie. Il va falloir apprendre à ce que les vélos passent sur les trottoirs et que les trottoirs et les piétons cohabitent. Sinon, on ne pourra pas le faire. Monsieur, on ne pourra pas le faire. Donc... mais déjà, on enlève pas mal de place aux voitures. Vous voyez, on est pile poil dans ce que je décrivais. Les cyclistes qui veulent plus de place et les voitures qui veulent plus de place. Il faut maintenant qu'on apprenne à cohabiter. Ce projet, il va permettre d'améliorer la qualité de vie de tout le monde. Mais il va falloir que chacun trouve un petit peu sa place. Voilà. Donc, je comprends bien que chacun en veut plus. Mais ça, c'est l'intérêt. Chacun voit son intérêt particulier. Nous, on voit l'intérêt général. Tout le monde veut circuler sur ces 40 mètres. On va essayer de le faire mieux. Vous ne pouvez pas me dire que c'est bien aujourd'hui et qu'on ne peut pas faire mieux. On va essayer de faire mieux demain. Le projet que vous avez présenté est un bon projet et un beau projet qui va permettre d'améliorer les choses. Simplement, il faut avoir un peu le sens de l'intérêt général. Après, je viens sur la question de la coordination des travaux. Donc, vous savez qu'il y a 2 projets d'aménagement importants de métro qui concernent Montrouge. C'est le prolongement de la ligne 4 qui va aller jusqu'à Bagneux. Et donc, il y a une nouvelle gare qui est en construction au sud de Montrouge, à la frontière de Bagneux. Et donc, celle-là, elle est programmée pour 2021. Premier semestre 2021, ça nous a été confirmé, même s'il y a eu un petit peu de retard. Donc, premier semestre 2021, ça c'est en cours. L'autre gare, c'est la gare Châtillon-Montrouge, celle qui est située aussi au sud, mais de l'autre côté, côté Malakoff. Celle-là, elle va subir un retard de 2 ans, elle est programmée pour 2024. Le carrefour a été fermé pour 18 mois, ça va générer beaucoup de nuisances. Il y a eu une réunion publique l'autre jour qui a eu lieu du côté du Haut-Ménil. Et donc, effectivement, à ces 2 parties sud de Montrouge, il va y avoir des nuisances. Et les travaux, donc vous dites, c'est 2021-2024, en gros, tout ça, effectivement, va être à peu près dans la même période, entre 2000... ça a commencé déjà, et donc ça va se coordonner de cette manière-là. Je fais un petit point formel, s'il vous plaît, parce que je vous ai oublié de vous préciser que vos avis là sont notés. Il y a un monsieur là qui prend note et qui enregistre. Donc attendez d'avoir le micro pour vous exprimer, sinon il ne vous entend pas. Donc vous ne contribuez pas à ce moment-là. Ou alors pensez à l'écrire par mail. Néanmoins, je vous demande juste d'attendre le micro. Alors, messieurs attendaient depuis un moment, madame aussi. Bon, on n'a pas répondu, pardon, à votre question sur les flux entrants dans Montrouge. Et après, mon petit doigt me dit qu'on va reparler de vélo. Oui, je n'ai pas répondu à cette question-là. Donc c'est une très bonne question, parce qu'en effet, les 2 nouveaux carrefours vont sans doute modifier les choses en entrée et en sortie. Donc la question qu'on se pose, nous, et c'est lié à la question précédente sur les métros, je l'ai dit au début, la mobilité, c'est un vrai enjeu pour Montrouge, parce qu'on est traversé par des flux qui rentrent et qui sortent. 80% des Montrougiens vont travailler en dehors de Montrouge, et 80% de ceux qui viennent travailler à Montrouge viennent de l'extérieur de Montrouge. Et puis en plus, il y a tous ceux qui traversent, parce que c'est une ville de transit, puisqu'on est aux portes de Paris. Donc tout ça fait des flux dans tous les sens. Et on est bien conscient, nous, comme on est un petit territoire, qu'on fait 2 km², 207 hectares, qu'il faut qu'on organise tout ça et qu'on régule les flux. On a commencé à le faire sur le stationnement, et on va le faire sur le reste de tous les flux. Donc c'est pour ça qu'on a engagé l'année dernière l'étude d'un PDU, un plan de déplacement urbain. Le plan de déplacement urbain, c'est un outil qui va nous permettre de mesurer assez précisément tous les flux entrants, sortants,
des gens qui viennent travailler, qui viennent à Montrouge, ceux qui sortent de Montrouge et ceux qui traversent Montrouge. Et à partir de cette étude globale, qui est indispensable, si on n'a pas une étude globale, on va prendre des mauvaises décisions. Quand on aura cette étude globale, et on l'aura au cours de l'année 2018, à la fin 2018-2019, on pourra à ce moment-là décider en toute intelligence de la manière dont il faut organiser les flux. Est-ce qu'il faudra continuer d'avoir des voies à double sens ou pas? Est-ce qu'il faudra instaurer des zones 30 ou pas? Est-ce qu'il faudra que les vélos puissent... Qu'est-ce qu'il faudra faire comme piste cyclable, etc. Est-ce qu'on fera des carrefours rentrants ou sortants? Il faut qu'on se pose toutes ces questions. Il faut qu'on ait une analyse fine de l'impact de ces travaux-là, de l'arrivée des gares que j'évoquais tout à l'heure, et que tous les sujets liés à la mobilité, automobile, transport en commun, vélo à Montrouge, soient mis sur la table, pensés, coordonnés, de façon à pouvoir décider en toute intelligence. Et au terme de cette étude, dans le cadre du PDU, on fabriquera un plan de circulation, on le concertera avec l'ensemble de la population et on prendra les décisions qui s'imposent au nom de l'intérêt général. Ça ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr, mais on trouvera une solution qui conviendra à tout le monde. Il faut le faire en toute connaissance de cause, parce que prendre une voie et dire on change le sens, ça ne marche pas, puisque celle d'après, etc., etc., etc. Voilà. Donc on a pris à bras-le-corps ce sujet, on va se donner les moyens de la réflexion et on prendra des décisions qui s'imposent au nom de l'intérêt de l'ensemble des Montrougiens. D'autres concertations à venir sur le PDU. Messieurs, on reviendra vers vous ensuite, monsieur, mais on va essayer de progresser jusqu'au fond de la salle pour que tout le monde puisse avoir la parole. Monsieur, on vous écoute. Bonsoir, Olivier Gombert, je suis cycliste dans les Hauts-de-Seine. C'est pas particulièrement d'ailleurs pour les cyclistes, mais pour les cyclistes et les piétons que je viens faire mes remarques. Vous avez commencé dans votre présentation, monsieur Langereau, en disant que c'était auparavant une autoroute urbaine et que ça allait devenir un boulevard urbain. Voilà. Et que la personne qui a posé la question sur savoir quel poids on pouvait avoir, quel impact ces concertations pouvaient avoir sur le projet, il lui a été répondu qu'effectivement, à partir du moment où ça ne modifiait pas le sens premier des objectifs des deux départements, à savoir apaiser la circulation, il n'y avait pas de problème et que ces concertations pourraient généralement donner lieu à des modifications. Moi, ce que je voudrais que vous m'expliquiez, c'est comment vous apaisez la circulation. Alors, je vais revenir parce que je vois dans la salle, il y a des gens qui sont des spécialistes du cyclisme et du vélo urbain, à qui vous pourriez demander leur avis parce qu'ils ont un avis très pointu et très technique sur le sujet. Voilà. Comment on apaise une circulation automobile en passant au départ de la porte d'Orléans, j'ai fait des photos la semaine dernière, il y a 2 fois 4 voies automobiles. Voilà. Pourquoi faire à certains endroits 2 fois 3 voies? Vous me dites, quand le flux de circulation le nécessite. Qu'est-ce qu'il nécessite? C'est une décision politique de réduire ce flux. Si vous voulez réduire ce flux, faites-le. Faites du 2 fois 2 voies, et vous allez voir que sur les 40 mètres de linéaire que vous avez d'un immeuble à un autre, vous avez de quoi mettre une bidirectionnelle dans chaque sens pour les vélos. Et des trottoirs aussi larges. Si je reviens simplement sur ce que vous disiez, notamment par exemple pour Bourg-la-Reine. Bourg-la-Reine, j'y suis passé encore il y a 2 heures. Il y a des pistes cyclables, bon, on va pas appeler ça pistes cyclables, des bandes cyclables sur le trottoir qui sont d'une couleur différente. Elles sont crème, le trottoir est rouge. Est-ce que vous y avez déjà circulé? Est-ce que vous avez vu les conflits d'intérêts qu'on peut avoir avec les piétons? Moi, j'ai absolument aucun intérêt à shooter une poussette ou une mamie qui fait ses courses. La seule chose, c'est quand je roule à 25 km/h dans ma piste cyclable, et ben la mamie, elle y est aussi. Et qu'il y ait une différence de couleur, ça n'a aucune importance. Si elle n'est pas séparée, elle marchera dedans. Voilà. Donc toutes ces choses-là, il faut que vous les preniez en compte. Et pour le coup, je terminerai là-dessus. Hier, il y a eu une réunion publique à Bourg-la-Reine. Quand je n'y étais pas, mais quand je vois ce qui s'y est dit, grosso modo, les cyclistes sont considérés comme ça va très bien, Madame la Marquise, tout ce qui a été fait était formidable, parce que de toute façon, les familles qui se baladent à vélo avec leurs enfants sont très contents. Les gens qui sont dans la salle ici, ils ne se baladent pas à vélo, ils circulent à vélo, c'est leur mode de transport. Et pour vous donner simplement un avis, une dernière notion de la manière dont ça se passe le vélo, je pense que les gens qui sont cyclistes ici sont venus à vélo. Moi, j'aimerais bien savoir où ils se sont garés. Ils se sont garés là, contre les croix de Saint-André, parce qu'il n'y a aucun stationnement vélo à Montrouge autour du Beffroi. Aucun. Il n'y en a pas. Et je vais même vous dire pire, je viens de faire la photo.
J'ai vu la Rover 75 qui est encore garée. Alors là, il y a un partage de l'espace qui est total. Il y a 3 véhicules, dont la Rover 75 qui, si je ne dis pas de bêtises, appartient au directeur du théâtre, qui est garé sur le trottoir. Vous voyez, le partage de l'espace, il se fait. Mais pas au bénéfice des piétons et des cyclistes. Merci. Derrière oui, bonsoir à tous. Vasta, je me déplace à vélo aussi, pas pour les loisirs, mais pour le déplacement quotidien. Je ne suis pas habitant ici, je suis même pas riverain de la D920, j'habite à Paris. En revanche, j'ai des amis qui habitent à Antony et quand je vais leur rendre visite à vélo, la dernière fois que j'ai fait, je suis passé par la D7 à Villejuif et je suis revenu par la D980, pas sur la partie autoroutière, mais sur la partie flambant neuve à Bourg-la-Reine. Et alors je vais vous dire mon sentiment profond, c'est pas contre vous, mais je me suis senti méprisé par l'aménagement. J'ai des pistes cyclables sur trottoir extrêmement étroites, interrompues dès qu'il y a des travaux, avec des piétons qui sont dessus, parce que la séparation par couleur, ça ne suffit pas, et que leur trottoir est en général trop petit. À Bourg-la-Reine, j'ai eu l'occasion de tester les contre-allées. Alors, le message de ces contre-allées, je trouve assez violent, c'est d'un côté, vous avez 2 voies pour les automobiles qui sont lisses comme un billard, et de l'autre, donc, on a ces contre-allées qui sont en pavé, qui sont affreusement inconfortables, dans lequel on n'a même pas aucun espace exclusif, puisqu'on doit le partager aussi bien avec des voitures qui ne peuvent pas nous dépasser, et des piétons qui s'y promènent également. Et moi, je vois que le département des Hauts-de-Seine souhaite encourager le report modal, souhaite encourager que des automobilistes se déplacent autrement qu'en automobile et notamment se déplacent vers le vélo. Et moi j'aimerais savoir comment vous espérez que les gens se déplacent à vélo quand vous faites une table de billard pour les automobilistes et un champ de mine pour les vélos. Et un champ de mine étroit, qui plus est. Sur l'entrée vers Paris, donc j'ai fait des rapides calculs, vous gardez donc 7 voies de circulation motorisée, plus une voie de bus, plus 4 bandes de stationnement. Donc j'ai fait mes rapides calculs, il y a 33 mètres sur les 50 disponibles qui sont alloués à l'automobile. 33 mètres sur 50, ça fait 66% de l'espace public. 66% de l'espace public pour une part modale qui déjà en 2010 était inférieure à 40%. Donc vous parlez de rééquilibrage, j'aimerais savoir de quel rééquilibrage on parle quand on garde 66% de l'espace public pour les motorisés. Le reste essentiellement pour les transports publics, les piétons et pour les vélos en l'occurrence rien parce que les contre-allées c'est pas des espaces pour eux. On va vous répondre, monsieur. Et dernière remarque, j'aimerais savoir quelle concertation vous faites avec la ville de Paris parce que de l'autre côté, l'avenue du Général Leclerc qui est la prolongation de la D920, elle va être réaménagée à 2 fois 1 voie pour les automobiles. 2 fois 1 voie. Donc garder 3 voies en entrée alors que de l'autre côté il n'y a plus qu'une voie, est-ce bien nécessaire? Voilà, je vous remercie. Bonjour, Andy, Buck. Vous avez dit tout à l'heure que chacun voulait en gros sa part du gâteau sur cette grosse section de RD 920. Moi, je viens pas forcément là en tant que cycliste, parce que je n'emprunte jamais. Je pense que je n'emprunterai jamais, à part si je devais habiter par là-bas, mais c'est trop pollué. Je viens plutôt en tant qu'asthmatique, par exemple, ou en tant que personne qui a des amis qui habitent sur Aristide Briand. Ils font la poussière 2 fois par mois parce qu'il y a la pollution qui se dépose un petit peu partout. Donc, je viens plutôt, là, 2 fois par semaine, peut-être. C'est pas très sympa pour les amis, 2 fois par semaine. Mais bon, voilà, donc il y a un gros souci de pollution. Donc ce que vous faites, le projet là, c'est bien, il fallait vraiment faire quelque chose, vous allez réduire un petit peu les voies. Donc déjà, merci de prendre les choses en main. Par contre, je trouve que la solution est un tout petit peu tiède. Donc, comme l'ont expliqué Olivier et j'ai oublié son prénom, on pourrait en mettre moins, mais surtout, vous avez parlé tout à l'heure d'études de déplacement. Donc j'imagine que c'est des études très poussées, basées sur le nombre de véhicules qui circulent et sur ce qu'il faut faire. Mais le problème dans la démarche, c'est que là, on s'intéresse au passé.
ou au présent, enfin à hier quoi. On ne s'intéresse pas à demain, et il manque de la proactivité dans cette volonté de réduire la pollution. Et cette réduction de la pollution, ça passe par les voies de bus, ça c'est une bonne chose, c'est bien, mais ça passe aussi forcément par le vélo. C'est une solution qui est ultra simple. Il y a énormément de personnes qui font peu de kilomètres et qui pourraient emprunter cette RD 920 dès aujourd'hui, mais qui ne le font pas, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure nécessaire. Et quand on voit ce que vous proposez, ok, les familles vont se dire le dimanche matin, on peut aller emmener les gamins sur le trottoir, c'est cool. Mais personne ne va se dire, vous écoutez plus? Ah, merci. C'est sympa de me regarder quand même. Personne ne va se dire, je vais aller travailler, je vais aller faire mes 4 km sur ce trottoir cyclable. Et donc c'est vraiment dommage, surtout que c'est bénéfique pour tout le monde, même pour les autres automobilistes. Retirer une voie de circulation pour voiture, une voie de circulation pour voiture, c'est 2000 personnes par heure. Et mettre à la place une bidirectionnelle qui permet de circuler à vélo, 8000 personnes par heure sur la même largeur, ça permet de réduire le trafic de voitures. Pour la pollution, c'est bien. Et pour les personnes qui continuent à prendre la voiture, il y a aussi moins d'embouteillage. Donc pour eux aussi, c'est bien. C'est vraiment bien pour tout le monde. Donc là, vous avez une occasion unique de donner envie aux gens de se déplacer autrement. Comme j'ai entendu lors d'une manifestation, libérer les automobilistes, libérer les cyclistes bloqués dans leur voiture. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui et maintenant. La bidirectionnelle donnera envie aux gens d'aller au boulot, d'aller faire n'importe quoi en vélo. Alors on va essayer de répondre à ces questions assez pointues, assez techniques. Merci. Avant d'aller sur les questions assez techniques de la piste cyclable, un point, mais la question nous a été posée aussi hier, qui est celle du stationnement des vélos. Alors, Monsieur le maire, je vous réponds. Alors, sur le vélo en général, je comprends qu'il y a beaucoup de cyclistes dans la salle, et moi j'en suis un aussi, et je suis pro-vélo. Donc moi je suis très soucieux que le vélo se développe, à Montrouge en particulier, dans la métropole en général. Parce que je crois, comme vous, que si le vélo se développe, il va se développer, comme ça se fait dans les grandes villes du Nord, eh bien effectivement on circulera mieux, ce sera moins pollué, c'est bon pour la santé. Donc c'est bon, le vélo c'est bon dans tous les domaines. Donc il faut développer le vélo, on est entièrement d'accord là-dessus. Alors, comment on va faire? Nous, on est déjà l'une des villes qui utilise le plus le Vélib en première couronne, puisqu'après Paris, c'est Montrouge qui a le plus grand nombre d'abonnés à Vélib. Mais effectivement, on n'a pas fait assez jusqu'à ce jour. On a quelques pistes cyclables, il faut en faire d'autres. Le plan de déplacement urbain qu'on est en train d'élaborer va nous permettre sans doute d'aller beaucoup plus loin dans le nombre de pistes cyclables ou dans la cohabitation vélo-voiture, si on fait ou non des zones 30 et selon l'endroit où on les fait, et se pose en effet la question de garer les vélos, parce que si on a de plus en plus de vélos, et on va en avoir, il faut qu'on les gare. Donc vous avez tout à fait raison, il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans les parkings à vélo. Le fait qu'on libère un certain nombre d'espaces sur la voirie grâce à la réforme du stationnement va nous permettre d'affecter une part de la voirie au stationnement des vélos, parce qu'il faut bien les prendre quelque part. On ne peut pas les mettre sur les trottoirs, ni sur les croix de Saint-André. D'ailleurs, il faut enlever les épaves. On vient de faire je viens de prendre un arrêté pour enlever les épaves. Et je vois qu'on nous brocarde parce qu'on enlève les épaves. Enfin bon, tout est dans tout, et réciproquement. Donc on va effectivement mettre en place beaucoup plus de stationnement pour les vélos. On va travailler aussi avec la région pour installer des véligos, notamment près des futures gares. Les véligos, c'est des grands garages à vélo. Ça, c'est la région, autorité organisatrice qui les finance. Donc vous avez raison. Comme il va y avoir plus de vélos et qu'on veut encourager le vélo, il faut plus de garages pour les vélos. Même chose pour les deux roues motorisées d'ailleurs, parce que de plus en plus de deux roues motorisées, évidemment ils sont sur les trottoirs, vous avez vu, et il faut qu'on organise et qu'on prenne sans doute sur la voiture des places pour les motos, ou les trois roues, enfin deux roues, trois roues. Donc ça c'est des vrais sujets. Il faut effectivement, on est en train d'y réfléchir, on va, et notamment auprès des grands équipements, je pense notamment aux stades, qui sont aujourd'hui très, ou les équipements culturels comme ici, le Beffroi, il faut évidemment qu'on trouve de la place, mais il faut la prendre sur la voirie. Donc on va y travailler, et vous avez tout à fait raison, c'est un sujet majeur. Voilà, donc entièrement d'accord avec ça. Monsieur Traoré, vous souhaitiez intervenir? Je voulais juste ajouter quelques mots en fait sur notamment les principes que le département du Val-de-Marne porte, notamment sur
ces politiques actives sur la réduction de la place de la voiture. Pourquoi? Parce que c'est, comme l'a très bien dit monsieur, moi pour avoir des enfants asthmatiques, je suis confronté à ça au quotidien. Et c'est un enjeu majeur de santé et de santé publique. Donc la question qu'il faut se poser, c'est à la fois réduire la place de la voiture. On a des exemples dans le Val-de-Marne, où on a réduit la place de la voiture, ça a été plus fluide. Le partage de l'espace public a été équilibré, même si on doit tirer vers l'amélioration. Mais j'ai envie de dire que tous les futurs projets qui vont inciter les gens à changer leur pratique, c'est-à-dire à utiliser les transports en commun, vont être émis. Donc effectivement, je rejoins ce que vous dites, parce que nous, c'est la petite nuance, nous, le Val-de-Marne, qu'on avait avec le conseil départemental 92, c'est que nous, on était plus pour un couloir de bus, et à travers ce couloir de bus, on a des exemples, le cycliste peut cohabiter. On a des exemples, moi, sur la départementale 7, on a des exemples. Mais, excusez-moi, juste. Et l'enjeu, comme l'a très bien dit le maire, l'enjeu, c'est le partage de l'espace public. Mais le partage de l'espace public, c'est, comme ont très bien dit les techniciens, c'est les personnes à mobilité réduite, c'est les personnes en situation de handicap, c'est une multitude de choses. Mais il y a une des choses sur laquelle je pense qu'il faut appuyer, c'est réduire la place de la voiture. C'est un enjeu majeur. Voilà, c'est juste pour le Alors, on avait une question qu'on va essayer de traiter peut-être de manière un peu générale, qui est celle sur les techniques, sur les propositions pour apaiser la circulation automobile. Je reprends vos paroles, et peut-être qu'on peut apporter dans la foulée celle sur la question de la pollution. Sur l'apaisement, sur les méthodes, alors que propose le projet pour apaiser la circulation automobile, le nombre de voies, est-ce que le projet est trop tiède? Non, je veux dire, effectivement, je crois que tout le monde partage ce que vous avez dit, en fait, on aurait pu le dire. Je pense que sur les grands objectifs, tout le monde est d'accord. Après, effectivement, le sujet, vous l'avez dit à l'instant, c'est quand même le partage de l'espace. C'est effectivement pouvoir donner à chacun de la place, des moyens de se déplacer. Après, j'entends que les cyclistes ou les associations de cyclistes qui sont dans la salle ne partagent pas les propositions qui ont été faites à ce stade de pistes cyclables sur trottoir, de trottoirs cyclables, peu importe comment on les appelle, pour des raisons de cohabitation avec les piétons. C'est un sujet effectivement qu'on va traiter, on l'entend. Après, il y a quand même aussi effectivement le référentiel que j'entends de la ville de Paris. Après, il y a quand même effectivement des options politiques qui sont différentes. Le projet que développe la ville de Paris pour son territoire n'est pas, je pense que c'est clair pour tout le monde, n'est pas celui que le département des Hauts-de-Seine développe pour son territoire. Le département n'est pas pro-voiture, il n'est pas anti-voiture non plus. Bien malin aujourd'hui, celui qui sait ce que seront les mobilités dans 10 ou 15 ans. Je suis d'accord, il faut essayer d'être proactif, de les anticiper, mais bien malin quand même, comment ça va se passer dans 15 ans. L'automobile ne disparaîtra pas. C'est un besoin pour les gens de pouvoir se déplacer aussi en automobile. Ce ne sera certainement pas la même qu'aujourd'hui. Il y aura peut-être besoin de moins de place pour la voiture, mais tout ça, il faut y réfléchir. Et voilà, il n'y a pas d'espace réservé aux uns aux autres. C'est vraiment le partage de l'espace vers lequel on doit aller. Alors, on peut discuter du moyen d'y aller, mais voilà, on a quand même aussi des options ou des limites. Il nous reste 30 minutes à peu près, donc on va continuer jusqu'au fond de la salle pour que tout le monde puisse donner son avis. On essaiera de redescendre vers vous, monsieur, madame, Charlotte. Bonjour, moi je m'appelle Margot Besson, je suis étudiante à AgroParisTech. Et je vous ai entendu beaucoup parler de circulation ce soir, mais je ne vous ai pas entendu parler de deux autres enjeux qui, selon moi, sont aussi clés. C'est l'effondrement de la biodiversité et le changement climatique. Donc pour moi, qui sont vraiment importants dans le sens où si on ne les prend pas en compte, avoir une circulation fluide, ce sera vraiment le cadet de nos soucis. Donc en termes de biodiversité, vous avez parlé de faire des alignements d'arbres. Donc je me demande un petit peu ce que ça veut dire concrètement. Quand je vois les essences que vous avez mis sur vos photos, je me demande aussi s'il y a eu une réflexion à ce niveau-là. Comment est-ce que vous intégrez ce projet-là dans la trame verte et bleue de la région? Comment est-ce que vous comptez faire pour prendre en compte le fait qu'il y a entre 30 et 50% des essences d'arbres qui vont disparaître avec le réchauffement climatique?
Voilà, est-ce que c'est des choses que vous avez inclus dans votre réflexion et si oui, comment? Et ma deuxième réflexion, c'était sur le changement climatique et la pollution, parce que je vous ai entendu beaucoup parler de diagnostic de circulation, mais vous n'avez pas inclus dedans les questions de pollution sonore ou de pollution atmosphérique. Donc pourquoi est-ce que vous ne les avez pas inclus dans votre diagnostic? Et ensuite, vous avez beaucoup parlé de trafic constant, dans le sens où vous dites aujourd'hui il y a tant de voitures, donc on va donner tant de lignes à la circulation, mais la puissance publique, elle a quand même un rôle d'impulsion très important, enfin, si ce n'est le plus important à ce niveau-là. Donc pourquoi est-ce que vous ne prenez pas un petit peu les devants en vous disant on va réduire la circulation et on va réduire l'espace accordé à la circulation et les gens vont s'adapter, parce que c'est pas une question de j'ai envie de me déplacer donc je me prends, c'est qu'il y a des contraintes naturelles qui font que ça ne sera pas possible de toute façon. Donc pourquoi est-ce que vous ne prenez pas ça en compte? Merci. Il y avait d'autres questions un peu plus haut, monsieur? Oui, bonsoir. Je suis M. Parza, j'habite rue Étienne d'Or. Vous avez déjà répondu à la question. Et ma seconde question concernant les voies que vous allez faire sur la Nationale 20. Pourquoi ne pas créer que 2 voies rentrantes et deux sortantes, et au milieu, il y aurait une circulation que pour les bus, comme du côté de la porte de Choisy? Pour les pompiers ou pour les taxis? Merci, une question très précise. Non, personne d'autre dans le... Alors on va, le temps que Charlotte arrive jusqu'à l'autre côté de la salle, on peut peut-être répondre déjà à la première question sur les alignements d'arbres. Qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce que ça veut dire un alignement d'arbres? Et puis la question un peu plus précise sur les essences utilisées. Oui, alors, d'abord, je voudrais quand même dire que sur la réduction de la place de la voiture, même si tout à l'heure j'ai expliqué qu'effectivement, probablement on ne se passera jamais totalement d'un moyen de locomotion automobile, le projet réduit quand même les voies de circulation. Effectivement, hein, c'est déjà si, on passe de 3 voies à 2 voies en section courante, sauf en arrivant sur Paris. Enfin, le projet réduit les voies de circulation quand même, si vous voulez. Hein. On n'est plus dans des hypothèses de croissance du trafic automobile, ça c'est fini, c'est derrière nous, effectivement. Maintenant on est plus dans le partage de l'espace et dans la réduction du mode automobile. Alors sur les essences, je vous rassure tout de suite, aujourd'hui ce sont juste des images qui n'ont pas vocation à représenter l'exacte réalité. Le choix des essences se fait beaucoup plus tard dans les études, si vous voulez. Et ça rejoint un peu aussi ce que je voulais vous dire sur la pollution sonore ou la qualité de l'air. Tout ça, ce sont des études que l'on mène, mais une fois que le projet est stabilisé. Tout à l'heure, je vous expliquais dans le calendrier. Mais non, c'est pas à l'envers. Par contre, c'est pas. Non, oui, mais alors le diagnostic c'est une chose, mais ensuite comment arriver à le réduire et comment mesurer les impacts du projet sur son environnement, il faut bien que le projet soit stabilisé pour pouvoir le faire, si vous voulez. Mais quel problème de pollution sonore il y a aujourd'hui? Vous ne l'avez pas dit. Vous ne l'avez pas inclus dans votre diagnostic. Aujourd'hui c'est trop tôt, le projet n'est pas... Le bruit qu'ont les voitures aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui on ne l'a pas mesuré. Mais non, aujourd'hui ça ne sert à... c'est pas le propos. Il y a un plan de prévention du bruit, Oui, mais ne mélangez pas. Non, les études de bruit et de qualité de l'air, nous les faisons au moment où nous faisons l'étude d'impact, c'est-à-dire quand le projet est cadré, c'est avant d'arriver à l'enquête publique, si vous voulez. Aujourd'hui, on arrive avec un projet qui n'est pas ficelé. Monsieur Planche, vous pouvez peut-être nous remettre le calendrier du projet, que ça soit clair pour tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, le projet n'est pas mûr, encore une fois, si vous voulez. C'est précisément pour ça qu'on a des réunions de concertation ou des périodes de concertation. C'est pour faire mûrir le projet. Vous proposez une réponse si vous ne savez même pas quel est le problème et qu'est-ce que vous visez. Aujourd'hui, on n'a pas mesuré la pollution atmosphérique ou le bruit. Aujourd'hui, ça ne sert à rien. C'est faux. Pour le bruit, c'est faux. Pour le bruit, c'est faux. À Montrouge, c'est faux. Parce qu'il y a un plan de prévention du bruit qui a été fait à la ville de Montrouge, où il y a des axes qui sont identifiés comme des axes très bruyants. La D920, l'avenue Claire-Boissolet. Et donc, il y a un constat qui a été fait. Non, donc, on ne réduit pas la place de la voiture, on ne réduit pas le bruit. Hein. Effectivement, je précise ce que je dis. Évidemment, nous nous inscrivons dans les réglementations, qu'elles soient locales ou nationales, en termes de bruit ou qualité de l'air. On l'appelle arrêter de bruyant.
J'entends, mais il faut quand même raison garder. L'objectif, c'est de faire un boulevard urbain, de réduire la place de la voiture globalement, d'aménager des trottoirs, des pistes cyclables et plus de verdure. Donc mécaniquement, ça va apaiser la circulation, il y aura moins de bruit et on va vers le mieux, vers le plus. Donc je comprends qu'on puisse tout le temps critiquer, etc. Mais il faut un petit peu remettre les choses à l'endroit. Donc on va dans le bon sens, il y aura évidemment moins de bruit. Le conseil départemental, bien sûr, tiendra compte de nos études, mais il ne faut pas non plus, un peu de bon sens quand même et de raison garder. Voilà. Donc je pense qu'on va, évidemment il y aura moins de bruit, c'est le but de l'objectif, et ce sera apaisé. Il y avait des questions là-haut. Madame. Oui, bonsoir. Joël Lasserre. Je m'interroge parce que, effectivement, vous parlez de réduire la place de la voiture, ça me paraît une bonne chose. Du coup, je ne comprends pas du tout l'idée de réduire la place des bus également, de supprimer 2 lignes de bus qui, jusqu'à présent, ont leur terminus à la porte d'Orléans comme les autres à la gare routière. D'autant que je ne vois sur vos aménagements aucun terminus de bus de remplacement pour les lignes que vous entendez raccourcir et ne pas laisser pénétrer jusqu'à Paris. Alors qu'en est-il? Monsieur avait une question? Oui, bonjour. Antonin Dadin, j'habite rue Louis-Roland. Je partage les inquiétudes des habitants de la rue d'Estienne Nord sur un trafic qui va à partir du moment où on coupe le trafic sur la Nationale 20, le trafic va se répartir dans d'autres rues de Montrouge qui ne sont pas du tout capables d'absorber un supplément de trafic sur des rues qui sont trop étroites pour qu'on se croise. Et j'ai une autre inquiétude qui est en fait, on dit qu'il va y avoir moins de voitures, je suis d'accord, mais le problème c'est qu'on construit partout des immeubles de grande hauteur avec des parkings importants et ces voitures vont circuler. Donc je ne suis pas sûr qu'au finish, il y aura beaucoup moins de voitures sur Montrouge parce que je constate, habitant Montrouge depuis longtemps, qu'il y a beaucoup plus de trafic pour rentrer ou pour sortir dans Montrouge qu'avant. Sur les flux entrants, je pense que vous avez apporté la réponse tout à l'heure, monsieur. On a oublié, effectivement, vous avez raison de me le rappeler, la question d'un couloir central, ou de la place, en tous les cas, du bus, qui rejoint aussi celle de madame. Oui, c'est ça. Je vais faire une réponse commune, enfin, une réponse précise sur la voie centrale. D'abord, en termes de lignes de bus, un nombre de lignes de bus, je pense que les décisions ne sont pas prises. Elles ne sont pas prises ni par le département ni par la ville. Elles sont prises par l'autorité organisatrice des transports, qui est le STIF, qu'on appelle aujourd'hui de France Mobilité. Ce qui est certain, c'est qu'évidemment, avec l'arrivée de 2 gares de métro, il y aura une réflexion globale de restructuration des lignes de bus. Ça, c'est certain. Et que, vraisemblablement, il y aura moins de bus. Des bus qui sont en doublon avec les lignes de métro, par exemple, seront sans doute probablement restructurés. Je vous dis probablement parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est pas fait, les décisions ne sont pas prises. Voilà, donc voilà pour la réduction ou la restructuration du nombre de lignes de bus. Ensuite, sur la place du bus dans la ville, effectivement, Monsieur Traoré a fait allusion tout à l'heure, côté Hauts-de-Seine, nous sommes assez réservés sur l'aménagement de couloirs bus continus. D'une part parce qu'on le voit sur la route départementale 920 notamment, elles peuvent être utilisées pour du stationnement, de la livraison, etc. Donc finalement, elles n'améliorent pas la régularité des bus qui sont obligés de sortir du couloir, d'y rentrer, etc. Donc nous pensons que généraliser des lignes de bus spécifiques a un intérêt assez limité sur la régularité des lignes. Et par ailleurs, c'est quand même un équipement qui prend beaucoup de place dans l'espace public. On parlait tout à l'heure du partage de l'espace, de la redistribution des espaces pour les différents usages. Les voies bus, c'est quand même un équipement qui prend beaucoup de place, de l'ordre de 3,50 m à 4 mètres de largeur, qui ne sert, en taux d'occupation en tout cas, qui est assez peu utilisé, et qui n'est pas favorable, je vais le dire comme ça, qui n'est pas favorable à la vie locale, à l'animation locale, au commerce, etc. Donc, côté Hauts-de-Seine, c'est vrai que nous préférons privilégier les aménagements pour les bus, là où nous pensons qu'ils sont particulièrement nécessaires.
Ça a été le cas à Bourg-la-Reine, il y a un aménagement bus, c'est le cas, on ne l'a pas présenté tout à l'heure, à Bagneux-Cachan, et c'est le cas à Montrouge, avec l'arrivée sur Paris. Voilà, donc c'est notre positionnement en termes d'équipement de bus. Pour revenir sur la question de la voie bus centrale, c'est quelque chose qu'effectivement nous avions regardé dans les études préliminaires et que nous avons écarté parce que qui dit voie centrale dit là aussi beaucoup de place. Il faut pouvoir mettre des quai-bus, donc on prend encore plus de place que le seul couloir. Et ce sont des vrais quais avec des traversées piétonnes, des quais qui font 3 mètres ou 3,50 mètres de largeur, etc., qu'on n'arrive pas à placer sur la voirie. Et puis on a le problème de réinsertion des bus ensuite, notamment sur la porte d'Orléans. Si on arrivait dans l'axe de la route départementale, on n'arrive pas bien à refaire partir les bus dans la position où ils sont sur la porte d'Orléans, sur la carte de la porte d'Orléans. Donc voilà pourquoi cette solution-là, qui avait été examinée effectivement sur le tronçon de Montrouge, n'a finalement pas été présentée aujourd'hui. On continue, on redescend, madame. Bonsoir. Moi j'ai une question sur la relégation dont a parlé monsieur le maire au début de présentation. Les habitants du quartier Est qui sont un peu coupés donc, du centre-ville de Montrouge. Et vous avez dit, monsieur le maire, que c'est un bon projet pour ça. Et en fait, je ne comprends pas très bien pourquoi, parce que les habitants de la rue de la Vanne qui veulent se rendre sur l'avenue Aristide-Briand, aujourd'hui, sont obligés de passer par des passages qui sont fermés à 20h. Ce qui fait que là, moi, par exemple, pour rentrer chez moi rue de la Vanne, il va falloir que je fasse un grand détour. Je ne vais pas pouvoir rentrer directement. Et le projet, là, il est un peu, pour nous, habitants de la Vanne, il est un peu pris à l'envers. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer par des passages qui sont dans le prolongement de rues existantes, rue Estienne d'Orve, rue Louis Roland, je crois. Mais une fois qu'on est arrivé de notre côté, donc quartier Est, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve face à la station-service, on ne peut pas passer, donc il faut faire un grand détour. Vous voyez ce que je veux dire? Les passages souterrains, on en pense qu'on veut, ils sont peut-être sales, ils sont peut-être tout ce que vous voulez, n'empêche que c'est hyper pratique, parce que vous sortez de votre passage là, du square, je ne sais plus comment il s'appelle, Aristide-Briand, ou de l'école primaire Aristide-Briand, vous passez par un souterrain et puis vous rejoignez le centre-ville de Montrouge. Et là, je trouve vraiment que les habitants du quartier Est ne sont pas du tout pris en compte dans le projet et je ne sais pas de quelle manière ça peut être résolu, alors peut-être un autre souterrain, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais bien qu'on puisse être entendu. Merci. Très bonne question, mais les deux nouveaux carrefours qui vont être créés en face de Louis Roland et d'Estienne d'Orve, ils vont permettre de beaucoup plus facilement traverser la 920. Donc, après, vous êtes bloqué. Pardon? Après, on est bloqué, il n'y a rien, il n'y a pas de traversée pour... Ah, ça c'est un autre sujet. Non, mais... Après, la question, est-ce qu'il y a suffisamment de passages pour rejoindre la rue de la Vanne? Aujourd'hui, effectivement, il y en a deux, et souvent ils sont fermés. Ça, c'est un autre sujet. On en a parlé en réunion publique. C'est vrai que la question de la fermeture des passages ou non est posée. Alors, il y a ceux qui disent, pour la sécurité, il faut les fermer. Et puis il y a ceux qui disent, pour la facilité, il faut les ouvrir. Après, il faut trouver la solution. Ce qu'on a dit, c'est que peut-être c'est un sujet qu'on pourrait mettre à l'ordre du jour, de réfléchir à un meilleur aménagement de ces passages, à un meilleur éclairage, peut-être à la mise en place de caméras qui permettraient d'en assurer la plus grande sécurité et de faire en sorte que ces passages soient ouverts en permanence, quand ça ferait des rues nouvelles. Ça, c'est pourquoi pas. Peut-être même d'en créer d'autres, j'en sais rien, il faut regarder. Mais c'est un autre sujet, je pense que ce n'est pas les mêmes. Le fait de pouvoir... Les habitants de quartier, c'est le même sujet. Il faudrait que ce soit dans le même projet, en fait. Parce que Ah oui, oui. Mais tout à fait. Ce projet-là va sans doute nous obliger ou nous permettre, il faut voir le côté positif, de réfléchir différemment la circulation dans le quartier Est et l'accès au reste de la ville. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le bon début, c'est déjà que ça ne soit plus cette autoroute et qu'on puisse la traverser aisément. Après, les circulations entre la 920 et la rue de la Vanne, ça c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille. Là, c'est l'aménagement global du quartier. Vous avez tout à fait raison. Entièrement d'accord, c'est un bon sujet. Il est déjà un peu dans les esprits et dans les réflexions. Il est moins 10, donc on va prendre une dernière salve de questions, qui ne sera pas la dernière évidemment, mais on va dire, on vous écoute, monsieur.
Bonsoir. Marc Pellissier, Association des usagers des transports FNOT Île-de-France. Je reviens sur la place des bus dans ce projet, parce que selon mes petits calculs, on est à ce stade dans un projet qui, par rapport à la situation actuelle, supprime les 2/3 du linéaire des couloirs bus. Alors, sur votre effectivement raisonnement sur le fait qu'il y aura des métros, donc il y aura moins besoin des bus, nous on s'inscrit en faux par rapport à ça. D'abord, la ligne 4 n'est pas dans le tracé directement de l'RD 920. La RD 920 se densifie énormément. Et par ailleurs, tous les spécialistes transport savent que un métro ne remplace pas un bus. Vous n'avez qu'à regarder dans Paris, le long de la ligne 4, la ligne 38 est une des plus chargées du réseau parisien. Alors, tout état de cause, le 187, le 188 seront maintenus, et le 197, effectivement, est encore en discussion, mais plusieurs communes se sont exprimées pour que le 197 soit également maintenu à la porte d'Orléans. Donc pour nous, il y a un enjeu fort sur les couloirs bus. Alors effectivement, on peut tout à fait entendre, si les études le démontrent, que les couloirs dans le sens Paris-banlieue, qui existent aujourd'hui en partie, ne sont pas forcément les plus pertinents. En revanche, le sujet dans le sens banlieue-Paris, pour nous, il y a une nécessité d'avoir des couloirs sur un linéaire beaucoup plus important que ce que vous proposez là, linéaire qui existe déjà aujourd'hui, en grande partie, même si ces couloirs sont insuffisants. Donc, ma question sera, finalement, avec le projet que vous présentez, si on reste sur ce projet, quelle sera la perte de vitesse commerciale des bus en appliquant ce projet? Quel sera le coût supplémentaire pour Île-de-France Mobilité? Et est-ce que vous avez l'accord de la RATP et de Île-de-France Mobilité sur ce projet? Merci. On descend, monsieur, et ensuite on vient à vous dans cette foulée de questions, monsieur. Bonjour messieurs, Denel Jean-Paul, j'habite à Montrouge, rue Louis Roland. Actuellement, quand je sors de la rue Louis Roland, je prends la RD 920, je vais vers la Vache Noire aisément. J'ai cru comprendre que dans votre projet, il y allait avoir un carrefour tournant, mais qui tournerait qu'à gauche que vers la porte d'Orléans. Vous me confirmez, c'est bien ce que j'ai compris? Alors dites-moi pourquoi ça ne peut pas tourner à droite, alors que c'est justement là où il y aura un flux de couloirs, où justement le soir, ça circule aisément vers la Vache Noire. Voilà. Pourquoi donc il n'y aura qu'un carrefour tournant vers Paris et non plus vers la Vache Noire, comme actuellement? On prend la question de monsieur qui attend depuis le début. Merci. Abel Huenheim. Monsieur le maire, je voudrais réagir à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que ça m'a beaucoup impressionné, les 40 mètres, comme vous disiez. Parce que moi, c'est pas tout à fait la première fois que je participe à une concertation. Et alors, quand il y a une rue qui fait 5 mètres de large, on nous dit, ah ben non, on n'a pas la place pour faire un aménagement cyclable. Si c'était plus large, on pourrait. Hein. Et alors, quand il fait 10 mètres, ah ben non, il n'y a juste pas la place. Si c'était plus large, ça irait. Et puis, si c'est 15 mètres, bah, il manque juste ce qu'il faut pour faire un aménagement cyclable, ou alors un petit aménagement cyclable réticule. Et ça marche à toutes les largeurs. J'ai toujours entendu ça. Et là, on a 40 mètres, et vous nous dites qu'à 40 mètres, on ne peut pas faire autre chose qu'avoir une bande cyclable étroite sur un trottoir, ou un truc sur le bord d'une comment vous appelez ça, une contre-allée apaisée. Bon. Alors, je voudrais vous dire quand même quelque chose, parce que je suis un peu choqué par des choses qui sont dites en particulier par monsieur le directeur des Hauts-de-Seine, hein, parce qu'il y a quelque chose que vous savez et que vous ne dites pas. C'est que c'est toujours l'offre qui détermine la demande. Et je voudrais prendre des exemples, je vais les prendre anciens pour ne pas rentrer dans les considérations récentes. Les personnes usagées ici connaissent le temps où il y avait la A6. L'autoroute qui menait à la fois à Orly et aux continuations de l'autoroute du Sud. Et un jour, on a dit, ben non, il n'y a que 3 fois 3 voies, c'est tout le temps embouteillé. On va la doubler, comme ça, il n'y aura plus d'embouteillage. Donc on a créé la 6B, la 6A et la 6B. Et je n'ai pas besoin d'expliquer que depuis qu'on a fait la 6A et la 6B, il y a autant d'embouteillages qui non plus sur chacun des deux. Et à l'inverse, là aussi, peut-être tout le monde ne s'en souvient pas parce que beaucoup de gens sont trop jeunes, mais à Paris, par exemple, devant Notre-Dame et place de l'Hôtel de Ville, il y avait des voitures qui passaient. Il n'y avait pas le parvis, ni de l'un ni de l'autre. Il y avait un courant de circulation important qui descendait de la rue Monge
qui traversaient l'île de la Cité et qui prenaient à la fois la rue du Temple et la rue des Archives. Quand on augmente l'offre de transport pour un mode de déplacement, il intervient, et quand il baisse, il intervient. Pour les vélos, c'est pareil. C'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a que 3% de déplacement à vélo. Oui. Pourquoi? Parce que l'offre, elle est soit insuffisante, soit médiocre, soit en général d'ailleurs les deux. Et contrairement à ce que vous disiez, sur les maréchaux, c'est particulièrement médiocre. Et si vous me donnez votre adresse mail, je vous enverrai le lien vers un reportage que j'ai fait en juillet 2005, c'est-à-dire 1 an et demi avant l'inauguration du tramway des maréchaux, et dans lequel j'explique que ça va être bordélique, et depuis c'est bordélique, et qu'il y a plus de cyclistes aujourd'hui qui prennent l'axe rue de la Convention, rue d'Alizère, rue de Vouillé, que sur les maréchaux, parce qu'il y a un aménagement médiocre. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça, et ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que sur la D920 c'est très très important, c'est qu'une distance de 6 à 10 km, c'est-à-dire ce qui permet justement à des gens qui habitent Fresnes, Massy, Antony, d'aller à Denfert ou à Montparnasse, ou aux gens de Montrouge ou de Bagneux d'aller dans le centre de Paris. 6 à 10 km à vélo, et on le voit dans les pays du Nord, ça ne pose aucun problème, c'est même une distance optimale à vélo en termes de santé, en termes de pollution, en termes d'aménagement global. 6 à 10 km dans les conditions actuelles, ou dans celles que vous nous préparez sur la D920, c'est pas faisable. C'est-à-dire, si vous proposez une offre correcte, il y aura des cyclistes. Et de ce point de vue-là, je vous donne rendez-vous, monsieur le maire, à Paris, rue de Rivoli, quand l'aménagement cyclable bidirectionnel qui est en construction rue de Rivoli ira de la Concorde à la Bastille, je vous garantis qu'il y aura énormément de cyclistes. Et si vous faites un aménagement du même type sur la D920, oui, il y aura énormément de cyclistes. Et moi, je fais partie des cyclistes qui ont demandé des aménagements comme ceux dont vous avez parlé, parce qu'il y a 20 ans, on ne pouvait pas demander autre chose. Des bandes cyclables, des aménagements communs avec les bus, comme le disait M. du 94. Mais ça, ce n'est pas des aménagements cyclables. Et quand vous appelez pistes cyclables des passages par des contre-allées ou des tracés sur les trottoirs, ce ne sont pas des pistes cyclables. Et les bandes cyclables, ce n'est pas des bons aménagements. Donc aujourd'hui, il faut prendre exemple tranquillement, modérément, sur les pays où on fait des bons aménagements cyclables et où il y a beaucoup de cyclistes. Donc il faut faire des pistes cyclables. Et je vais terminer par un petit truc historique. La Coulée Verte, que vous connaissez tous, vous savez, c'est une ancienne voie de chemin de fer, qu'on appelait la ligne de Paris-Chartres par Galardon. Je ne sais pas si vous le savez, mais elle n'a jamais été terminée. Il n'y a jamais eu de chemin de train qui ont pris la partie entre Paris et Châtenay-Malabry. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée, elle a été conçue à la fin du XIXe siècle, et elle a été construite entre les deux guerres, c'est-à-dire à un moment où le train était en baisse, où il y avait moins en moins de trains. Et c'est le cas aussi d'autres lignes, comme la ligne du Puy à l'Alva dans les Cévennes. Et là, si vous faites là, parce que ça va durer 4 ans et demi, donc ça va être en 2025-2026, l'aménagement que vous allez faire, ce sera sans doute le dernier aménagement du XXe siècle, à rentrer dans le XXIe siècle. Merci C'était pas une question, c'était une contribution, un apport au débat. Vous comprendrez que vous n'aurez pas peut-être de réponse immédiatement. On a quand même des réponses à apporter. Il n'y a pas de réponse, mais monsieur le directeur, il a dit, je l'ai entendu, que sur la place du vélo, rien n'était figé aujourd'hui. Donc, tout ce qui se dit, etc. Parce que moi, je suis d'accord, il faut une vraie place pour le vélo. Tout ce qui se dit le vélo demain, c'est la concertation. Voilà, donc rien n'est figé. On l'a dit. Absolument, on est là pour ça. Sur l'offre et la demande, effectivement, je partage ce que vous avez dit. Après, c'est le moyen, effectivement, voilà, de faire cohabiter tous les usages. Il faut travailler, il faut discuter. Mais sur le fond, je partage ce que vous avez dit. On quitte un instant quand même le macro pour revenir sur les deux questions précises, bien qu'Île-de-France Mobilité ne soit pas autour de la table ce soir, bien entendu. Alors je ne sais pas si vous avez la réponse sur la vitesse commerciale des futures, des lignes de bus. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Encore une fois, je suis désolé, mais c'est trop tôt. Le
le projet n'est pas figé, le projet n'est pas calé. Donc voilà, aujourd'hui, je vais faire la même réponse qu'à madame. C'est sur des choses qu'on regarde au cours de l'étude d'impact, du montage de l'étude d'impact. Et aujourd'hui, on en est même à la définition de l'aménagement. Qu'est-ce qu'on va faire de ce boulevard? Et la question précise de monsieur sur la rue Louis-Roland. Monsieur Planche. Oui, le raménagement du carrefour, en fait, en sortant de la rue Louis-Roland, pardon, et pour emprunter la RD 920, vous pouvez tourner à droite ou à gauche. Donc elle est soit du carrefour La Vache Noire, soit vers la porte d'Orléans. Et le carrefour est entièrement équipé de feux tricolores. Et donc vous gérez les mouvements tournants voilà, en toute sécurité et à la fois pour les piétons. Ça, c'est la proposition. Monsieur Langereau, monsieur le maire l'a dit également, vous avez le plan de déplacement urbain qui sera en cours de réflexion. Et tous ces mouvements, en fait, en termes de circulation et de desserte, voilà, juste des mouvements de desserte, hein, donc pas forcément des grands flux de véhicules, vont être étudiés plus finement avec les études voilà, plus pointues que mènera Montrouge, sur lequel, donc, au fil des mois et au fil des années, nous compléterons voilà, pour nos enquêtes publiques, nos études d'impact, les problématiques de circulation, mais également les conditions de circulation pour les piétons et les cyclistes. Et alors vraiment la véritable dernière question à monsieur qui l'avait posée tout à l'heure, enfin, à qui on n'a pas donné le micro, pardonnez-moi. Je l'ai. Merci à vous. Joachim Timothéo, je suis conseiller départemental du canton de Montrouge. Je suis ravi d'être là ce soir et de vous entendre, et merci au service pour leur présentation ce soir de ce projet. Montrouge-Malcope, mais le canton, c'est le canton de Montrouge. Deux petites choses. D'abord, quand même, redire que le diagnostic quand même sur le bruit, monsieur est connu, puisqu'on a voté un plan de prévention du bruit en décembre 2016 en Assemblée, et donc le diagnostic, notamment sur la 920, on le connaît, donc je pense qu'il y a des éléments importants sur la circulation de nuit, de jour, qui peuvent être largement intégrés dans ce qui a été fait dans les aménagements qui sont proposés. Moi, j'aurais juste dire deux petites choses, enfin, une question et un constat. Moi, je partage, je ne vais pas revenir sur la place du vélo, je partage l'essentiel de ce qui a été dit dans la salle. Je partage également la position sur le linéaire bus qui est aujourd'hui accordé dans le projet. Je pense qu'il serait opportun qu'on puisse sans doute revisiter cette position. J'entends que les options de voie centrale ont été mises de côté pour différents arguments qui sont entendables. Mais quand même, le linéaire qu'on a sur la D920, la réduction qui est faite aujourd'hui est quand même drastique. Voilà. J'habite à 20 mètres de la 920, donc je la fréquente tous les matins. Aujourd'hui, les bouchons, ils commencent le matin à 7h30 de la place de la Vache Noire jusqu'à l'entrée Grand Roland. Donc évidemment, le rétrécissement de ces voies vont réduire le nombre de véhicules. Il va néanmoins y rester 3 lignes de bus, de ce que vous avez évoqué, ce qu'a précisé monsieur tout à l'heure. Donc quand même 3 lignes de bus, il faut qu'elles prennent leur place sur le tronçon, en tout cas principal, sur la première partie du tronçon sud de la Vache Noire jusqu'aux 2/3 du tronçon. Et là, si on n'a pas une voie réservée, le bus il va être bloqué de façon sérieuse, je pense. Ça, c'est le premier point. Donc je pense qu'il serait opportun qu'on regarde quand même le linéaire sur la totalité du parcours. Deuxièmement, vous avez évoqué tout à l'heure, quand on parlait de la pacification de cette voie, de l'utilité qu'il y avait justement à la création des carrefours, ça a été évoqué, Stendorf et puis Roland, avec les problèmes que ça pose, évidemment, qui ont été évoqués de transfert de circulation, etc. Est-ce que le nombre de ces carrefours aujourd'hui, il est arrêté, ou parce qu'il y a d'autres voies qui débouchent sur la Nationale 20, je pense au droit de la place Jules Ferry, au droit de la rue Carbès, où j'habite, au droit de la rue d'Arcueil, etc. Il y a d'autres endroits où le piquage, entre guillemets, ou la création de carrefours pourrait être possible. Sur la place Jules Ferry, c'est celle qui donne sur la rue de la Mer, juste en face de la sortie des pompiers. Donc il y a quand même des choses à penser au niveau à ce carrefour-là, même s'il n'est pas très très loin de la Vache Noire, pardon. Donc est-ce qu'il y a là quelque chose encore à travailler, ou possiblement, ou pas?
Et puis sur cet endroit-là, d'ailleurs, je tire votre attention sur le fait que le matin, on a des traversées quand même importantes piétons sur la chaussée, en dehors des carrefours aménagés, puisque c'est l'accès du lycée Genevois qui est juste derrière, qui aujourd'hui, un certain nombre de jeunes balnéolés arrivent, ils sont nombreux puisqu'ils sont au lycée, et il y a des problèmes de sécurité quand même, de piétons importants sur ce tronçon-là. Il y en a partout sur toute la 920. Je laisserai de côté les statistiques d'accidents qu'on a au Carrefour Perret, etc. Mais c'est une voie qui est quand même très dangereuse aujourd'hui, très bruyante, très polluée. Enfin, tout a été dit, quoi. Donc, je pense que sur chacun de ces points-là, il y a évidemment des voies d'amélioration importantes qui sont proposées dans le projet, même s'il est à ce stade pas finalisé. Voilà, c'est sur l'ensemble de ces points-là que je crois il faudra revenir à Montrouge, nous dire comment on peut traiter ces questions importantes. Merci. Alors, sur la place du bus, je ne sais pas si vous pouvez encore apporter Je vais aussi profiter de l'intervention de M. Timotheo, peut-être pour dissiper, peut-être tout à l'heure je n'ai pas suffisamment répondu sur la qualité de l'air ou du bruit. Effectivement, je l'ai dit après, évidemment, nous allons nous inscrire dans les plans, les réglementations locales, nationales qui existent, y compris d'un autre port, puisque le département a voté en décembre un plan de protection, de prévention du bruit dans l'environnement. Je pensais que la question était plus spécifique à la route départementale, parce qu'aujourd'hui on a fait des mesures de pollution à différents endroits de la route départementale. Ça, on le fera dans la perspective de l'étude d'impact. Aujourd'hui, on a des réglementations, on a des cartes de bruit, on a des cartes de l'air, etc. Mais au moment de l'étude d'impact, nous faisons des études beaucoup plus précises sur le lieu de l'aménagement. Voilà. Je ferme la parenthèse, parce que peut-être je n'ai pas été suffisamment clair tout à l'heure. Pour la place du bus, effectivement, je l'ai dit, on a le département une conception, il faut regarder l'utilité des bus. Les couleurs bus prennent beaucoup de place, ils nuisent quand même à l'animation locale. Moi, je pense que c'est vraiment le principal reproche qu'on peut leur faire. Après, bon, il faut regarder la régularité. Couloir de bus, c'est ce que vous nous racontez là. Mais non, c'est complètement aberrant. Mais non. Il faut un couloir de bus. Depuis. Je monte à pas une voiture, monsieur, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Aujourd'hui, on propose un couloir de Et bus. si vous faites un couloir de bus, il faut vous donner les moyens de le faire respecter. Chose que vous ne pouvez pas faire. Non, mais voilà, il y a du stationnement dans les couloirs de bus, il y a des livraisons finalement, ça prend beaucoup de place. Donc il faut le réserver aux endroits où effectivement il est efficace. Il est respecté, il est efficace. Le problème, c'est que là, il pourrait être efficace actuellement la couleur de bus, mais c'est qu'il y a des gens qui ne trouvent pas leur place, qui vont le faire. Et donc il n'est pas efficace. Pas forcément, mais pas forcément, puisqu'on en crée. Ce matin, il n'y a pas de problème pour la gendarmerie. Là, les gens ne vont pas dans le couloir de bus. Le problème à la gendarmerie, c'est pas. Sur le nombre de carrefours, puisque... Oui, non, sur le nombre de carrefours, c'est pas arrêté. Simplement, après, il y a des règles de conception. On n'en a pas les uns trop proches des autres, etc. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, voilà. Alors il est 21h05, donc on va s'arrêter pour ce soir dans le cadre de cette réunion. Je vous rappelle que si vous souhaitez continuer, il y a une autre réunion dès demain soir. Vous avez les petits papiers qui étaient disponibles à l'entrée que vous pouvez continuer à remplir et à nous remettre avant de partir. Le site internet, le mail, pardon. Monsieur le maire, je vous remercie. Je vous laisse le Merci à tous, merci au conseil départemental, merci à tous les animateurs. Bonne soirée et à bientôt.